Bonsoir et bienvenue au Retour du Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Et pour cette année 2025, nous allons vous parler du chef-d'œuvre de Jane Austen, réalisé par Joe White en 2005. Stolz und Forten, parce que c'est la seule version que j'ai trouvée facilement sur Internet, introuvable en France. Et du coup, Orgueil et Préjugés, un film réalisé par Joe White avec Keira Knightley. Générique. Parler avec moi ce soir, Adrien. Bonsoir, bonne année. Bonne année, Adrien. Chèche. Bonsoir. Qui a choisi ce film Tout merveilleux. Et Mathias. Et Mathias, bonsoir. Qui n'a pas choisi ce film. Qui ne l'a pas choisi. C'est ça, exactement. J'ai hâte. Alors, donc ce soir, on va vous parler du film Orgueil et Préjugés, donc réalisé par Joe Wright. Et si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas lu non plus, vous l'avez là. Mais du coup, on va regarder la bande-annonce pour se remettre dedans. Netherfield Park est enfin loué. Vous n'avez pas envie de savoir qui s'y installe? Je suis déjà allé voir. Est-il aimable? Est-il joli garçon? Célibataire? Absolument. Il est là, il est à la porte. Oh mon Dieu, essayez d'avoir toute une attitude naturelle. Monsieur Collins, pour vous servir. Les sœurs Bennett cherchaient un mari. Seul un amour profond pourra me convaincre de me marier. Monsieur Collins, ma sincérité m'interdit d'agréer cette demande. Mais Elizabeth Bennett voulait bien plus encore. Nous allons faire entendre raison à cette tête de linotte. Lui, c'est Monsieur Darcy. Monsieur Darcy. Il est trop... Trop quoi? Il est trop riche. Vous devez lui rendre visite au plus vite. Madame Bennett, Miss Jane Bennett, Elizabeth et Miss Mary Bennett. Vous dansez, Monsieur Darcy? Bah, si je peux y échapper. Comme c'est étrange. Je n'ai pas le talent de converser avec des personnes qui me sont inconnues. Entraînez-vous. M'accorderiez-vous la prochaine danse, Miss Elizabeth? Cela m'embarrasserait, j'ai juré de le mépriser pour l'éternité. Je vous l'accorde. Qu'avez-vous donc fait à ce pauvre Monsieur Darcy? Je n'en ai aucune idée. Monsieur Darcy est fiancé à mon unique fille. Croyez-vous vraiment qu'il puisse être remis en question par une jeune fille de petite condition? Je me suis trompée. J'ai manqué de bon sens. Et lui de discernement. Lorsque nous aimons, nous sommes tous idiots. Vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterais de me marier. Voilà, je crois que la bande-annonce est assez claire, Oui. mais peut-être qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Et du coup, pour cela, on est sympa en général, on fait un petit pitch du film, et c'est Chèche qui va nous le faire, puisque c'est, je le rappelle, toi qui as choisi ce film. Oui, donc comme on disait, comme la bande-annonce est déjà bien claire, je vais faire très très court. Donc on est dans la campagne anglaise, fin du 19e siècle. Et c'est l'histoire de la famille Bennett, qui a 5 filles à marier. Et elle rencontre des hommes dans des bals et dans d'autres mondanités. Et il se passe des choses. Voilà, je vais... Voilà. C'est voilà. très bien résumé. Ouais, Voilà. Le pitch est aussi bien que C'est résumé, mais... Ouais. Très résumé. Très résumé, parce que... c'est parfait. Ok.
Eh ben très bien, merci Chèche. Alors, on va passer à la question douloureuse. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Et je vais commencer par Adrien. Comme par hasard. Bah non, de toute façon, il faut bien commencer par un. Et je vois pas par qui c'est mieux de commencer. Donc on va commencer par Adrien. Alors, c'est pas compliqué. Je n'avais pas vu le film. Voilà, franchement, Donc tu l'as vu pour l'émission, c'est ça. Et maintenant, je l'ai vu. Et il y a un avant et un après, du coup. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça, pour l'instant. Rien d'autre ? C'est-à-dire que... Ça t'a plu, ça t'a pas plu J'en dirai plus après. Ça a été un visionnage compliqué. Mais non, mais vraiment. Mais si ta télé fonctionnait pas Non, ma télé fonctionne très très bien. D'ailleurs, ça fait de très belles images. La télé, hein, voilà. Non, après, c'est pas du tout ma cam à la base, les films comme ça. Donc je remercie quand même Chèche d'avoir choisi ce film parce que, non, vraiment. Qu'est-ce qui est pas ta cam ? Hein ? Qu'est-ce qui est pas ta cam ? Tu sais, les films un peu à l'eau de rose, là, comme ça. Genre Love Actually ? Ouais, alors Love Actually, c'est pareil, c'est une comédie. Genre Moulin Rouge ? Alors, Moulin Rouge, rien à voir, s'il te plaît, c'est un drame et c'est une comédie musicale. Donc, essaye, tu m'auras pas là-dessus. Tu m'auras pas là-dessus. Après, bon, voilà, j'ai un petit problème avec Eric Knightley, mais ça, c'est moi. Mais moi, franchement, en vrai, par contre, je remercie vraiment Chèche d'avoir choisi ce film parce qu'on n'en voit pas assez, en fait, justement, des films comme ça. Là, ici, au Retour du Jeudi, on n'en parle pas forcément assez. Et du coup, ça m'a donné des idées pour la saison prochaine. Ok. Vous n'êtes pas prêts. Très bien. Tu sais, moi, depuis 3 saisons, je sais plus à quoi plus rien ne m'étonne. Hein on a fait tranche, je rappelle. trépigne d'impatience. On va passer à Chèche, puisqu'on fait 1 sur 2. Allez. Alors, moi, j'ai choisi ce film, donc j'adore ce film. Ton avis, c'est ton rapport. C'est mon rapport au film. Tu peux donner ton avis aussi. J'ai choisi ce film parce que je l'adore, c'est mon petit plaisir coupable. Et c'est un peu, on va dire, même quelque chose enfin, c'est un film que j'ai proposé au Retour du Jeudi parce que j'avais très envie de qu'on change un peu de style de film. Mais je me serais peut-être pas permis dans la première saison. On fait quand même beaucoup de styles de films au Retour du Jeudi. Oui, mais on n'en avait pas trop fait dans ce genre-là. Ouais. Et voilà, et juste pour vous dire que mon rapport au film, je vais pas trop en parler et je vais plutôt vous montrer une image que je vais décrire pour le podcast. Merci. Merci pour lui. Alors, voilà. c'est une image. Dans ma chambre, j'ai un énorme tableau en perles à repasser. Ah, c'est dans ta chambre, Pride ça. and Prejudice. Ah, c'est vrai. Mais c'est énorme. Mais oui. Pourquoi tu l'as pas amené Il est ici grand, il fait 1 mètre sur 1 mètre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mon Dieu. Ah, mais Parce que c'est quand même très fragile à déplacer. Ah oui, d'accord. Voilà. J'aurais bien Donc, vu Chèche étalé par là. Voilà. Et donc ça, c'est un cadeau, J'en ça. dis pas plus, c'est un cadeau et qui date pas d'hier. Donc en fait, voilà. Tu nous en diras plus en off. Je vous en dirai plus en off. Waouh, putain. Voilà. Si vous voulez. Souscrivez à l'abonnement pour avoir le Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Bien, merci Chèche. Mathias, Waouh. qui a vu ce film pour l'émission. Alors, Waouh. c'est trop marrant parce que tu sais que c'est le film pour les émissions des Retours Jeudi que j'ai vu le plus. J'en suis ravie. Entre les fois où je me suis endormi et donc j'ai dû recommencer. Entre les fois où, comme je savais que ça allait vraiment être un moment important pour moi au niveau cinéma, je dis il faut que je le regarde tôt, parce que sinon je vais jamais le faire. Et surtout, il faut que j'ai des idées, de choses à dire pendant l'émission. Je l'ai regardé il y a hyper longtemps, plusieurs fois en m'endormant. J'avais oublié que je l'avais vu, je l'ai revu une deuxième fois. Et j'ai revu une troisième fois, on me dit allez, je me le fais une deuxième fois. Et on m'a dit mais Mathias, tu oublies. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. C'est trop marrant que tu aies dit pas ma cam, c'est ce que j'avais noté sur mes petites notes. C'est pas ma cam non plus. Et alors c'est quoi pas ma cam? C'est pas les films d'amour. Tu vois par exemple, j'adore Shakespeare in Love. Ouais, voilà. Ok. Chacun ses goûts. Tu vois? Non mais oui, voilà. Non mais j'assume. Mais là, moi je pense que ouais, il y a un truc qui m'attire pas. Et je pense que j'ai une explication, c'est que c'est de l'amour bourgeois. Tu vois, et ça m'excite moyen, tu vois. Et l'époque où ça se fait, l'époque de l'Angleterre victorienne, pas fan non plus. Alors j'ai une connaissance qui m'a dit voilà, que c'était bien fait, mais bisous maman. Mais honnêtement, ça m'attire pas non plus. Malgré tout,
Je me suis rappelé à quel point proposer un film dans cette émission, c'est mettre son petit cœur sur la table, au risque de le voir se faire dévorer par des chroniqueurs. Oui. Et je voulais pas, pour cette émission de la nouvelle année, de l'amour, souhaiter à son prochain, soit l'occasion trop simple pour moi de défoncer cette ambulance qu'est ce film. Je m'abstiendrai donc. En j'en remerciant aussi Chech de me faire découvrir quelque chose, même si je n'ai pas aimé, car il y a une très belle mise en scène. Ça, faut le dire. Oui. Tout à fait. Et une magnifique lumière. Une Keira Knightley, même si on a l'impression qu'elle manque un peu de lipides, j'ai l'impression que ça me fait peur. Et car j'ai laissé derrière moi mon orgueil et mes préjugés. Oh, merci Mathias. Merci Mathias. Bravo. Sylvain. J'ai détesté. Chech, pourquoi tu choisis des films comme ça? Non, je rigole, j'ai adoré, j'adore ce film, Orgueil et Préjugés. Je ne comprends pas que vous trouviez. En fait, on en parle depuis des mois, là, des semaines, et tout ce qu'on reçoit, c'est des Chech, pourquoi t'as pris ce film? Franchement, il y a tellement de choses à dire sur ce film, et il est tellement bien réalisé en plus, en termes de mise en scène, en termes de. Franchement, il y a des belles choses. Je trouve les actrices et les acteurs en général, je les trouve tous très bons. Moi j'aime beaucoup Keira Knightley. Voilà. C'est vrai. Ça, ouais. Sur une échelle d'Emma Watson. Alors je dirais plutôt sur une échelle de la taille Portman, mais Ah ouais. Ouais, carrément. mais voilà. Donc Keira Knightley, j'aime beaucoup d'ailleurs. Voyez Black Dove si vous n'avez pas vu, qui vient de sortir il y a quelques semaine avec Keira Knightley qui revient enfin à l'écran, ouais. Après une interruption. Non, je le trouve très bon ce film. J'aime beaucoup aussi, du coup, pour l'émission, j'ai aussi lu le livre. Tant d'abnégation. Non, mais que j'ai adoré. Oui, franchement, j'ai surkiffé. Alors, Jane Austen, je connaissais de nom, mais voilà. Et puis, j'ai regardé aussi la série de la BBC de 1995. Qui est à voir, même si c'est vraiment pas au niveau mise en scène. Là, on voit que travailler les mises en scène, ça peut servir. Et en même temps, c'est pas les mêmes budgets. Donc. Oui, c'est et puis c'est 10 ans avant aussi. C'est pas les mêmes. Voilà. Mais de bons acteurs dedans. Hein. Mais tu l'as vu cette série? Non, mais je sais qu'il y a des bons acteurs. Mais il y a Colin Firth. Ouais, j'allais dire Farrell, mais non. Rien à voir. C'est pour ça que je me suis arrêté avant de. Voilà. Donc pour moi, très bon. Merci Chech. J'aime beaucoup la musique aussi. Et je trouve vraiment les acteurs très bons. Il y en a qui sont énervants. Il y a des filles qui sont énervantes, mais en même temps, c'est fait exprès et ça marche trop. Et dans le livre, elles sont énervantes aussi. Oui. Et donc, c'est très bien rendu. Enfin, voilà. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité aussi dans la réalisation. Enfin, voilà. Bon, j'aime bien. C'est un oui pour moi. C'est bien. Très bien. Et du coup, on va avancer. Et ce que je vous propose, c'est de faire 3 questions sûres. Très bien. Samuel! Oui. Bonjour. Bonjour Samuel. As-tu passé de bonnes fêtes? 3 questions. Bonne année à toi. D'excellentes fêtes, meilleurs vœux à tous. 3 questions sur un peu spéciales aujourd'hui. 3 questions sur Elisabeth Swann. Oh. Hein? Elisabeth Ok. Swann. Je pensais qu'il y aurait plus de réactions. Oui, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, Keira Knightley. Voilà, elle s'appelle Elisabeth aussi. Voilà. Bien, alors on va. Je pensais que vous réagiriez. Oui. Mais cependant, je suis sympa. 3 questions sur Orgueil et Préjugés. Ouais, la première question, c'est parti. Ça s'affiche à l'écran. Parlait-on en dansant? Avec 2 S à dansant. Oui. C'est vrai. C'est les seuls Même moments où parce qu'on danse beaucoup dans ce Parce film qu'on aussi. danse. C'est vrai. On susurrait des choses. Voilà. Alors, En tout cas, au moins, je peux remarquer que ça vous fait parler. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'à cette époque-là, on parlait en dansant ou pas? Absolument, c'était un peu les seuls moments où on pouvait, non? Eh bien oui, si je retrouve mon 3 questions sûres, ça serait vachement plus pratique. donc du coup, en fait, si on dansait pas, on parlait pas. C'est ça. Non, mais entre hommes et personnes femmes, de peut-être. sexe Opposé. opposé. Oui, J'aurais pas parlé souvent, moi. Hein. Oui, en fait, dans cette société-là, les jeunes hommes et les jeunes femmes n'ont pas forcément le droit de discuter seuls, ont même forcément le droit de pas discuter seuls. Ah, d'accord. Donc du coup, dans les des bals, choses qui c'est un bon moyen de rencontrer du monde, mais aussi de discuter ensemble, seul, entouré de nombreux danseurs, tout en gardant à l'esprit que tes parents sont aussi dans la salle. D'ailleurs. Ouais, voilà, C'est ça. Ouais. Autre époque, autre mœurs. Alors je vous propose une deuxième question. Est-ce que dans ce film, nous sommes dans la réalité? Est-ce que ça vous paraît réel par rapport à l'époque Moi, je dirais oui. Je dirais oui aussi. Moi, je dirais oui et non. Bah, moi, je dirais won. Voilà. Pareil, oui, entre oui et non.
Eh ben- Il y a plein de choses bien rendues, mais je sais qu'au niveau des costumes, c'est pas ça, par exemple. Par exemple, très bien. Eh ben, en fait, le film lui-même répond. Et je vais vous passer une séquence. Bien que certains s'endorment, la toupie finit par s'arrêter. Ah, putain, trop bien. Donc ça montre Bien. on est bien dans la réalité. Bien, Bravo. Inception. Bravo. Trop marrant parce que je l'ai regardé la semaine dernière. C'est vrai. Ouais, Le je l'ai film. montré à Arthur. D'ailleurs, si on J'ai parlait vu d'Inception. Inception. Ouais, c'est bien. Oh, la- Allez, arrêtez. Non, mais Parlons on sait que j'aime ce d'autres. film, donc je peux faire des blagues. Et dernière question, c'est un 3 questions sur plutôt rapide aujourd'hui. Lizzie, vrai ou faux cheveux? Vrai au début, faux à la fin. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Ah, Alors, parce qu'elle tournait 2 films, non, c'est Oui. ça? Je vois que certains Ah, ont la m'arrête. réponse. Je m'arrête. Mais- Est-ce que, Ça te est-ce, casse ton... Non, mais je peux dire parce que je connais est-ce la que je réponse. réponds ou est-ce que je réponds pas? Vas-y, réponds. Vas-y. Vas-y, ouais, réponds. Alors, en fait, effectivement, les deux. On peut penser que le métier d'acteur, c'est un métier très simple. Il suffit de tourner un film, après on devient une star riche et célèbre. Et en fait, dans la réalité, c'est quand même pas rare que les acteurs enchaînent plusieurs tournages. Les agendas sont bien chargés. Et donc, c'est pas rare non plus que les acteurs préparent un film pendant le tournage d'un autre. Et donc, dans notre cas, Keira Knightley préparait le film Domino pendant le tournage de Ok. Orgueil et Préjugés. Séance de muscu, entraînement aux arts martiaux, pratique du nunchaku. Un entraînement vachement efficace parce que les maquilleurs doivent trouver des solutions pour cacher ses muscles à certains moments. C'est pour ça qu'il y a les mastocs à la fin et que c'est elle qui porte Darcy. Viens la bébé. Mais le moment où elle met la grosse tatane à Darcy à la fin, C'est ça, genre, ouais. le coup de pied retourné, c'est ça C'est alors. c'est une scène C'est coupée. pour ça. Et vous allez me dire, ça parle pas de cheveux. En fait, si Keira Knightley a dû se couper les cheveux sur la fin du tournage d'Orgueil et Préjugés, et donc du coup, elle porte une Une perruque. perruque. Ok. Ouais. D'accord. On y voit que du feu. On y voit que du feu, ouais. C'est Eh ben incroyable. oui, je ne savais pas. Merci Eh ben, beaucoup. bravo, Ouais. merci. Merci, Sam. Sam. Ça fait ludique, intéressant et rigolo. Et rigole. Alors, cette fresque historique est composée de nombreux personnages et je crois que Chèche va nous en parler puisque c'est un peu sa spécialité. Oui, alors ma spécialité, pas forcément, mais du Bon, coup, souvent tu fais les pourquoi je vous personnages. parle des personnages, je vais quand même dire parce que je vais quand même dire pourquoi. C'est parce que quand même, on peut quand même dire qu'on a pour une fois réussi. Enfin, depuis longtemps, on a réussi à faire un petit court-métrage en lien avec le film Orgueil et Préjugés. Et pour réaliser ce petit court, je suis vraiment partie des personnages d'Orgueil et Préjugés pour les moderniser. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, je vais vous parler des personnages tels qu'ils sont dans le livre. Parce que moi aussi, du coup, j'ai lu le livre pour l'émission. Je l'avais déjà Oui, toi, lu tu l'avais plus déjà lu, jeune, ouais, c'est ça. mais je l'ai relu. Et il est vraiment bien, évidemment. Le film est une adaptation. Il y a des petites choses qui changent, mais globalement, les personnages C'est quand même très fidèle, moi, je trouve. voilà, Ouais. sont quand même très fidèles. Il y a des petites choses qui Oui. vont changer, je vais en parler. Donc pour parler très très vite d'Elisabeth, parce que comme Sylvain va beaucoup en parler, j'en parle en 2 lignes. Donc Elisabeth, elle est dans la famille Bennett, c'est la fille cadette, la 2e fille. Elle a une forte personnalité, très vive, et elle ne se laisse pas impressionner par les personnes plus haut placées qu'elle sur le plan social. Elle tient tête. Voilà, je ne vais pas en parler plus. Je vais vous parler de Jane, sa sœur aînée. Donc Jane, par son absence totale d'égoïsme, sa douceur angélique, confinant à la naïveté parfois, semble se démarquer du reste de la famille des Bennett. Les 2 aînés sont unis par un lien profond, malgré ou grâce à leurs grandes différences de caractère. Et elles assument ensemble les soucis et les responsabilités familiales. Et c'est bien retranscrit dans le film aussi. Jane est bien comme ça. C'est celles qui sont un peu Voilà. les moins sottes du C'est les boulot, deux là. qui trouvent plus grâce aux yeux du spectateur ou du lecteur Et du dans père. la famille Bennett. Et ben c'est pas le cas dans le livre, moi je trouve, et j'y reviendrai. Donc Lydia, elle c'est la dernière sœur, la plus jeune, elle est assez égocentrique, habituée à en faire qu'à sa tête. C'est la petite dernière et c'est la préférée de sa mère et à qui elle ressemble beaucoup. Elle est impulsive, déterminée et totalement irréfléchie. Et sa seule préoccupation, c'est de flirter avec les jeunes officiers de la milice, décidée à trouver un mari avant ses sœurs, en fait. Et dans le film, elle est tout à fait comme ça aussi. C'est vraiment ça, Lydia.
Il y a aussi Catherine, donc on la voit moins, mais c'est un petit peu le double de Lydia, en fait, qui a limite en tout sa sœur, et elle, notamment dans son intérêt pour les jeunes gens en uniforme. Elle est assez jalouse de sa sœur, d'ailleurs. Alors qu'elle est plus âgée. Elle est Alors plus qu'elle est âgée. plus âgée. Elle a un an de Non, plus, non. je crois, ouais. Ouais. Ensuite, on a Marie, la troisième fille des Bennett. Donc elle est un peu à part, elle est assez isolée. Elle est coincée Comment entre ses deux paires de sœurs, en fait, les raisonnables d'un côté et puis les faux-folles cadettes, quoi. Donc elle cherche d'autres façons de se faire remarquer avec ses connaissances intellectuelles et ses talents en société, mais elle chante et elle joue du piano pas très bien. Du coup, voilà, c'est compliqué, la pauvre. Il y a une scène hyper gênante dans la BBC, enfin dans la version de la BBC où elle chante, mais c'est très parce Très que là dur. ça va, enfin c'est pas, on l'entend pas trop quoi. Mais dans la BBC, il laisse le truc Durer. tout le long, c'est insupportable. Donc ensuite, on a Madame Bennett, donc qui est une femme, voilà, Qui résume tout. qui résume à peu près tout. Donc vraiment dans le livre, elle est vraiment décrite comme, elle a une intelligence médiocre, elle est peu cultivée, elle est d'un caractère inégal. Et elle n'a pas de plus grand plaisir que d'aller en visite, impatiente d'apprendre ou de donner les dernières nouvelles. C'est vraiment une commère, quoi. Elle a transmis d'ailleurs à ses deux plus jeunes filles ce goût des bavardages indiscrets, des commérages. Mais dans le film, elle est je trouve qu'elle trouve un petit peu plus grâce à nos yeux parce qu'on montre quand même. Elle manifeste vraiment une réelle inquiétude pour ses filles. Il y a des plans où on la trouve presque touchante. Parce que voilà, quand Lydia s'en va de la maison, etc., on voit moins ça dans le livre, je trouve. Et Monsieur Bennett, c'est pareil. Donc dans le livre, la narratrice, elle souligne ce drôle de mélange d'intelligence, d'humour sarcastique, de réserve et de caprice qui constitue le caractère de Monsieur Bennett. Mais aussi ses multiples négligences envers ses devoirs d'époux et de père. Donc ce dernier, moi je trouve, est vraiment montré plus sentimental dans le film que dans le livre. Et d'ailleurs, le film s'achève sur lui et sur son émotion de voir ses filles mariées, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre en fait. Non, c'est vraiment un choix du réalisateur et moi pour le coup, moi ça m'a un petit peu, je me suis dit purée, c'est encore un mec dans toute une histoire de femme qui va finalement avoir le dernier plan. Bon, ok, je sais pas, du coup je pense qu'on en reparlera ça après. m'a un petit peu gênée. Voilà, mais dans le livre, il n'est pas du tout capable d'exprimer ses émotions, alors que là, il a vraiment une belle scène de fin. Voilà. C'est vrai. Monsieur Darcy, donc là on n'est plus dans la famille Bennett. Donc lui, il arrive, il est là, il est riche. Il est chiant. Il a le spleen, Voilà, il a fait toujours la tronche, quoi. C'est un observeur affûté et sans indulgence. Il pratique l'humour à froid, il est sérieux, réfléchi, réservé, toujours maître de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas d'émotions violentes. Au contraire, mais il s'efforce constamment de les maîtriser. Et comme le point de vue privilégié est celui de l'héroïne, Elizabeth Bennet, on le voit à travers ses yeux. Donc je ne vais pas trop en dire parce que je crois que tu vas en parler beaucoup. Mais au final, Darcy, au fur et à mesure du livre ou du film, s'avère beaucoup plus sympathique que ce qu'on pensait au départ. Je ne vais pas en dire plus. Hein, mais bon, il tire sacrément bien la gueule quand même, hein, tout le long. Écoute, c'est un art après. Je veux dire. Donc il a un ami, Charles Bingley, qui lui est un petit peu tout l'inverse de Darcy. Il est gai, expansif, toujours de charmante humeur, insouciant, modeste, et il tombe facilement amoureux. Donc il est immédiatement conquis par la beauté et la douceur de Jane Bennet. Et d'une nature influençable, cependant, il fait confiance à son ami, Darcy, et qui réussit à l'en éloigner, persuadé que Jane ne l'aime pas véritablement, et surtout qu'il serait déplorable de s'allier aux Bennet, qui ne les trouve pas vraiment une famille convenable, en fait. Voilà. Nous avons aussi Monsieur Collins, donc lui qui est un lointain cousin de la famille, Bennet, incroyable. Donc dans le livre, vraiment, Collins est balourd, guindé, ses compliments sont pesants, stéréotypés, ses excuses sont à rallonge, son sérieux pontifiant font un personnage ridicule, mais parfaitement inconscient de l'être. Et il est au contraire très sûr de lui. Et dans le film, c'est bien retranscrit. Je trouve que c'est très bien transcrit. Je trouve que l'acteur est très bien choisi. Ouais, très bien. Énorme. Puis il a une coiffure de ouf, hein, aussi, il faut le dire. Le mulet de l'époque. Ça l'aide pas.
Voilà. Le dernier personnage dont je vais parler, c'est Wickham. Ah, Voilà. mais oui, le distrayant Monsieur Wickham. Le distrayant Monsieur Wickham, donc qui est charmant, auréolé du prestige de l'uniforme. Il est prompt à se faire des amis. Il est habile, menteur et enjôleur. Il n'hésite pas à utiliser sa prestance et ses atouts qu'il a reçus de sa bonne éducation pour abuser son entourage. Donc il a déjà enlevé Georgiana Darcy, qui est la sœur de... Pardon, Georgiana Darcy, qui est la sœur de Darcy. Donc. Et il réitère avec Lydia Bennett. Mais il sera obligé de l'épouser, Lydia, parce qu'on va aller le chercher par le fond de la culotte, notamment Darcy. Voilà, donc je pense que j'ai présenté un peu la galerie des personnages principaux. Hein, il y en a encore plein d'autres, mais qu'on voit dans le film. Bah merci, Chach. Merci. Petit tour d'horizon. Florilège Voilà. de la grande société. Là, pour le coup, c'est vraiment un film où il y a beaucoup de personnages et qui sont tous un peu exploités. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais. Merci. On va parler un peu de mise en scène, parce qu'on parle d'un film, là. Donc... Oui, on avait tendance à oublier que c'était un film, quand même. Donc, oui, toi. Ouais, bon. Donc, Adrien, je crois que tu vas nous en parler un peu. Oui, beaucoup. Je t'attends. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai dit avant, évidemment, c'était pour la galerie, sans déconner. Mais quel super film, quoi. Sans déconner. Mais c'est mais je suis désolé, ma femme va écouter regarder l'émission, elle va m'insulter. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal, mais moi, qu'est-ce que j'ai aimé. Oh là là, mais c'est tellement... Pourquoi il aime pas, mais en vrai, non, mais je rigole, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est bien filmé. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Bon, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du film. Des chefs-d'œuvre et des films. Mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre du film d'époque, je trouve, même si en effet, il y a beaucoup d'anachronismes au niveau des je sais pas s'il y en a tant, en tout cas sur les costumes. En tout cas sur les costumes, voilà, il y a des anachronismes, il n'y a pas de souci. Mais c'est une intention de mise en scène. Pour le oui, coup. bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, comme dit précédemment, donc je disais, j'ai eu beaucoup de mal quand même à me motiver pour regarder ce film parce que j'avais justement des préjugés. Et j'avais de l'orgueil parce que je me disais quand même, pas moi, je vais pas regarder un film comme ça. Et mais je te promets, mais Mathias, me regarde pas comme ça, je te promets, tout ce que je dis c'est vrai. Hein. Je suis désolé. Arrête de taper les coudes sur la table. Pardon. Calme-toi et parle sérieusement de ton franchement, émotion. mais tape des coudes là. Alors bon, déjà j'aime pas l'actrice, bon ça c'est une réalité. Hein. Ah ouais, t'as un problème avec Keira Knightley alors. Ouais, mais vraiment. Ouais, il l'avait déjà dit dans. Et les films à l'eau de rose, bon bah très très peu pour moi, bon bref. Mais dis donc, mais cette mise en scène. Alors déjà, faut savoir que c'est un premier long métrage. Hein. Ouais. C'est-à-dire que Joe Wright, il avait pas fait de long métrage avant. Donc déjà rien que ça, déjà j'ai été scié. Il y a souvent des trucs comme ça où moi c'est pareil sur Billy Elliot, c'était son premier film. Une dinguerie. Donc on va parler un petit peu de Joe Wright, le metteur en scène, qui a du coup une bouille bien sympathique, hein, ce garçon. Il a une bonne bouille. En vrai, le mec en plus c'est sympa quoi. Non mais ça se voit quoi. J'ai trop cherché là, mais ouais. Alors ça trouve très vite son style, hein, le film. Hein, Orgueil et préjugés, c'est très inspiré du cinéma contemplatif de Stephen Frears. Je sais pas si vous connaissez des films de Stephen Frears, dont un qui est extrêmement connu, qui s'appelle Les Liaisons dangereuses. Tiré également d'un roman d'ailleurs, Liaisons dangereuses, qui a été réalisé en 88 par Stephen Frears, avec John Malkovich, avec Glenn Close et puis avec Michel Pfeiffer. Donc très contemplatif, pareil, tu sais, c'est des scènes d'intérieur, la caméra bouge pas trop. Alors après justement, c'est là où Joe Wright va prendre un petit peu des libertés que je trouve très très bienvenues. Je préfère la version avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal. Alors dès les premiers plans de Orgueil et préjugés, il y a la magnifique photographie en fait de Roman Ozin. Alors ce qui est très drôle, c'est que Roman Ozin, impossible de trouver sa tronche à ce garçon, au directeur de la photographie. Ouais. Mais il a fait quasiment que ça, de vraiment reconnu quoi. Pourtant, il a fait un boulot sur ce film qui est complètement dingue. C'est beaucoup de la lumière naturelle. Alors justement, on va y venir justement. Okay. Alors ça nous plonge en fait dans cette campagne anglaise à l'époque de la régence pré-victorienne. Les plans d'extérieur, ils sont maîtrisés. Donc là, on peut passer deux, trois images là comme ça. Voilà, bon, les plans d'extérieur, moi je trouve, en fait, à chaque fois, c'est des peintures quoi. Ouais. Clairement. Hein. Donc tout est maîtrisé. Alors ce plan, mais quel plan. Mais celui-là, il m'a tué ce plan. Et ça, c'est pas du drone, hein, c'est de l'hélicoptère. Ah non, ouais. Ça ferait même croire en fait que l'Angleterre c'est beau. C'est quand même dire à quel point c'est quand même bien foutu, parce que c'est super laid, hein, l'Angleterre, on est bien d'accord. C'est du cinéma. Hein. Mais c'est du cinéma. Donc même les ombres, ça joue sur les ombres, ça joue sur la profondeur de champ. Enfin, tout est ultra maîtrisé, quoi. Ce plan, mais tellement dingue.
Ouais. Je décris parce que là pour le podcast. Oui, pardon, c'est un plan face au lac. Pardon, excuse-moi. on parle de cinéma, donc, En même temps, je parle de mise en scène et de photo. Je suis vraiment désolé. Là, on a une scène d'intérieur. Alors, les scènes d'intérieur, on s'arrête juste 2 secondes là-dessus. Donc, les plans intérieurs sont encore plus sublimes. Il y a une technique de très haut niveau pour gérer les grandes fenêtres là. Parce que ça, il faut se rendre compte à quel point c'est un cauchemar total. Et le film est tourné en pellicule. Et en plus, le film est tourné en pellicule. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est un cauchemar? C'est un cauchemar parce qu'en fait, la lumière extérieure est forcément beaucoup plus forte que la lumière intérieure. Donc, tu as 2 solutions. C'est soit tu as des plans comme ça, avec justement l'extérieur qui est surexposé. D'accord. Et avec une belle exposition à l'intérieur pour justement donner du contraste. C'est le cas de ce plan-là. D'accord. Et après, il y a un autre plan intérieur qu'on va voir après. Là, c'est totalement différent. On voit exactement ce qui se passe à l'extérieur. Et pourtant, on a le même genre de contraste à l'intérieur. Et comment c'est possible? Là, vous imaginez même pas les kilos de lumière qu'il y a à l'intérieur, là, pour compenser. Tu penses que c'est alors, ça? Mais clairement, c'est pas de la diff sur non, les alors lumières, non, justement, parce parce que j'ai lu justement des choses sur le tournage de ce film. C'est pas simplement que c'était un jour normal en Grande-Bretagne. Non, pas du tout. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tourné vraiment dans un château d'époque. Le propriétaire a strictement interdit de toucher quoi que ce soit sur les fenêtres ou les éléments de décor, etc. Donc ça devait être tourné justement dans des endroits qui étaient authentiques. Donc là, pas le droit de toucher aux fenêtres, ça veut dire pas mettre de diff sur les fenêtres. Donc là, il y a la possibilité de mettre de la gélatine. Il y a la possibilité en fait, de la gélatine en fait justement. Et là en fait, il y a beaucoup de lumière en fait qui vient justement du côté. On le voit d'ailleurs sur Darcy et puis donc sur sa sœur, parce que c'est marrant, on n'a pas parlé dans les personnages. J'ai pas parlé de la Je trouve sœur. ce personnage extraordinaire. Oui, et elle puis, est et puis bon, l'actrice quoi. Bon là, il y a de l'actrice là, pardon. Oui, quand même. Donc voilà, donc là en fait, il y a des projecteurs, si vous voulez, qui ramènent de la lumière en fait sur les gens. Par exemple, vous voyez l'élément à droite, le petit guéridon là, tout ça. Ça c'est pas la fenêtre qui éclaire le guéridon. Donc, alors, j'ai pas retrouvé la photo, mais je les avais vus dans les bonus, enfin pas vraiment dans les bonus, c'est un documentaire qu'il y avait eu sur des films comme ça. Et en fait, c'est vraiment un gros projecteur qui va venir faire ce guéridon-là. Après, je crois que j'en ai mis un autre d'intérieur. Bon, bah là... c'est beau. Comment dire, quoi. C'est le plan dans le plan, enfin c'est un tableau dans un tableau. C'est juste extraordinaire quoi. Là pareil, la lumière, regardez les ombres hein. Normalement si vous regardez bien les ombres, alors il faudrait chez vous, et après pour le podcast je suis désolé mais faudra regarder l'émission. C'est pas une séquence à aussi, elle est pas si mal honnêtement. Peut-être un court-métrage à la fin. Mais oui. Et en fait à la bouche. il faudra regarder en fait, vraiment zoomer sur les ombres, par exemple sur les pieds de Darcy, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est pas spécialement logique par rapport à la lumière d'où elle est censée venir. C'est justement parce qu'il y a énormément de jeux de lumière, donc les scènes d'intérieur non, c'est pas fait à la lumière naturelle. Et encore moins les scènes de bal. En tout cas, c'est bien fait. Mais c'est très bien fait. Parce qu'on dirait que c'est le plus difficile. Mais le plus difficile en cinéma, c'est de faire de la lumière qui paraît naturelle. Et il y en a un qui est arrivé, hein, j'en ai pas parlé, un autre britannique qui s'appelle Stanley Kubrick dans un film, un chef-d'œuvre qui s'appelle Barry Lyndon, où du coup tout est fait à la lumière naturelle. Il y a juste 2 séquences où il y a 2 projecteurs. Ouais. Mais par contre, les scènes à la bougie, c'est tout à fait parti. Mais si tu regardes au fond, ça bouge pas. Ouais, alors après c'était autre chose, mais bon voilà. On en parlera peut-être. Après, je sais pas si j'ai un autre plan d'autres plans, je sais plus parce que j'ai donné pas mal de photos parce qu'en fait. Ouais, non, je crois que c'était tout ce que si voilà, donc voilà, plan d'intérieur. Et après normalement, si voilà, celui-là, pour moi, c'est un des plus beaux plans du film. Tu m'avais dit que c'était super important. Ça, en fait, pour faire plaisir, donc le film est sorti en 2005. Oui. Ça va encore plus faire plaisir à Chèche. Ce plan, en fait, c'est un plan que j'ai utilisé dans mon mémoire de cinéma. Parce que je parlais justement de la composition des cadres au cinéma. Et pour moi, ça, c'est juste un des plus beaux plans du cinéma des années 2000. Et du coup, tu n'as pas vu le film et tu parles quand même de ça dans ton mémoire. Bah oui, parce que j'ai vu juste ce plan-là. Et évidemment, donc, bah moi je trouve que c'est un des plus beaux plans quoi. Enfin tout est parfait. Là il y a tout, bon à part l'actrice, sinon tout le reste est parfait. On regarde voilà. L'actrice est parfaite aussi. C'est dur avec. Regardez le tableau derrière. Elle et Elisabeth assise là. Enfin il y a tout là-dedans. Voilà c'est ça qui transforme en fait un film en œuvre d'art pour moi. C'est pour ça que ce film pour moi est un chef-d'œuvre du cinéma. Clairement, mais vraiment c'est un très très gros film. Niveau mise en scène, on va s'attarder quand même sur quelques séquences, comme par exemple là, c'est le plan séquence. Il y en a quelques-uns des plans séquences. Il y en a quelques-uns, mais le plan séquence du bal. Là, ouais. Alors, moi perso, j'ai compté 4 coupes.
Alors, je sais que j'en ai compté une Voilà. au moins, mais j'ai pas. Je suis pas Donc en fait, on va le diffuser, puis à la limite, on le coupera, on verra par rapport. On en parle par-dessus. C'est pas celui-ci, mais c'est pas grave, laisse celui-ci. Ça, c'est une confrontation entre Elisabeth et la sœur de Bingley. Oui. Ça, c'est pas un plan séquence, mais c'est un plan en fait qui est extrêmement intéressant. Donc au niveau de la composition, donc on regarde encore et ça refait tout ce que je vous ai expliqué quoi. Il y a la mise en scène. Ah bon, il y a eu des petits. Non, c'était la vidéo toujours, non? C'était toujours la vidéo. Ah bon, c'était toujours la vidéo? Pardon, autant pour moi. Oui. Ce plan. Oui, voilà, c'est ça, ce plan. Dans cette Tu vois, scène. c'est parce que je l'ai pas assez vu en fait ce film. Donc, regardez même là, en fait, regardez bien comment chaque plan, pour moi, chaque coupe, en fait, bah, c'est un tableau. On peut en faire un tableau. Je dis une photo parce que moi, je suis plus photo. Mais ouais, mais là, ça pourrait faire un tableau. Là, là, on est vraiment dans la cinématographie. On est vraiment dans la cinématographie là. Avec une petite amorce. Ouais. Avec la petite amorce. Là, on peut encore faire un tableau. Là, c'est l'amorce parce que justement, ça qui est génial, c'est qu'il alterne en fait entre des images qui pourraient vraiment venir faire un tableau ou faire des photos, comme là également. Et en même temps, il y a de la dramaturgie. Et il y a de la dramaturgie aussi, et ça sert l'écriture du film. Alors par contre, je vais quand même mettre un bémol. J'ai adoré ce film au niveau de la mise en scène. En fait, par contre, je suis désolé, le sujet ne m'intéresse absolument pas. Moi, je trouve le sujet creux. Et en vrai, s'il y avait que le film... Pas creux. Non, par la mais bon, pour moi, en tout cas, s'il y avait que l'histoire, en vrai, je me serais fait chier. Mais là, il y a tellement de choses qui se passent dans cette scène. Alors après, bon, on n'a pas mis le son, mais concrètement, en fait, c'est là où la sœur en fait de Bingley montre à quel point c'est une connasse. Et du coup, qui va dénigrer totalement Elisabeth, voilà, en menant avec elle. Et voilà, voilà. Et rien, juste les mouvements de caméra. Premier film. Le mec a jamais fait de long métrage avant. Et il balance un truc comme ça, regardez les ombres, tout est maîtrisé et tout est logique au niveau des ombres. Et là, voilà, on retourne là, on repasse, on voit pas l'ombre de la caméra, ce qui est une prouesse technique quand même, parce qu'il passe devant une source de lumière. Comment il fait, je sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est simple. Hein. Enfin, c'est super simple. Tu veux que je t'explique? Non, mais tu m'expliqueras plus tard en off. T'engages des cadreurs transparents. Oui, t'engages des cadreurs transparents. Ouais. Et là, regardez, là, on change. En fait, avant, on les suivait en plan serré avec la caméra qui tournait, et là maintenant, hop, on a mis d'autres sujets devant. On a mis Darcy, on a mis Bingley, et en fait, c'est le même mouvement de cam. Et en fait, il faut savoir que là, on n'a pas changé de caméra, quoi. On a juste changé la focale de la caméra, et les changements de focale, oser des changements de focale dans un film comme ça. Il y a 2 gros changements de focale, alors je les ai pas mis. Il y a un moment où la mère, elle se lève quand elle voit justement arriver Darcy. Il y en a un autre où Darcy rentre dans le boudoir, et qui surprend Elisabeth. Là, pareil, il y a un espèce de mouvement de focale, une espèce de gros zoom. Alors, quand il dit mouvement de focale, en fait, il parle de zoom. Zoom, oui, c'est vrai qu'au cinéma, on utilise très rarement le zoom. Le zoom. En général, on va plutôt faire un panoramique avant, pas un panoramique, un travelling avant, c'est ça. pour avancer sur un sujet. Mais on utilise rarement le zoom. Le zoom, ça veut dire que on va changer la focale. Et donc on va faire. Pour donner un exemple, dans les films d'arts martiaux des Hong Kong, il y a des gros zooms sur les yeux. Et ben là, il fait ça dans un film d'époque anglais, quoi. Mais le mec est couillu, trop fort. Mais merci Joe Wright, quoi. C'est un gars sûr, quoi. Pour moi, c'est mon gars sûr. On va pas aller plus loin, on passe pas les autres parce qu'on n'a pas le temps. Vraiment, faut aller vite. Mais voilà, mais bref, en tout cas, le film, c'est chiant, mais c'est beau. C'est ça que je voulais dire, mais vraiment. Donc pour moi, j'ai adoré. Vraiment de l'audace dans la mise en scène. Et d'où ma question, quand le sujet d'un film et son écriture sont vides, pour moi, tu vas me dire le contraire, est-ce qu'une belle mise en scène et de belles images, ça suffit pour en faire justement un bon film? Et ben moi, personnellement, j'ai la réponse à la question, c'est oui, excuse-moi, parce que moi, j'ai surkiffé ce film au niveau tant mieux que ça t'ait technique. plu, parce que pour moi, je suis pas du tout sensible à tout ce que tu viens de dire, mais merci de me faire remarquer. Mais pour moi, il se passe plein de choses. En fait, le sujet n'est pas ma cam. L'actrice n'était pas ma cam. Je sais, je suis chiant avec ça. L'époque est pas ma cam du tout. Les trucs en costume avec, pareil, les bourgeois, machin, ça me gonfle au possible. Donc oui, j'avais énormément de préjugés en regardant ce film. Mais dès les premiers plans, j'ai dit, là, on a un truc, là. J'ai dit, là, on a un truc. Et quand j'ai cherché, que j'ai vu que c'était un premier film. Donc, Joe Wright. Merci beaucoup Adrien pour tu nous as pas parlé des plans séquences, mais en tout cas il y a des très beaux plans séquences. Et juste petite chose sur les je finis là-dessus sur les personnages, il y a un truc
Alors, on a reconnu donc plein d'actrices, je sais pas si on va en parler, mais Non. il y a des actrices de malades. Donc il y a Rosamund Pike qui fait Jane, qui est devenue une méga star après, d'ailleurs qui a été la petite chérie de Joe Wright, du réalisateur après ce film. Bon bah Keira Knightley est ultra connue. À l'époque, ça commençait à peu près. Elle était mais- déjà, était a priori, déjà un était peu déjà un peu star. était déjà un peu star. Parce que 2004, il y a quand même Pirates des Caraïbes. Oui, Pirates qui des sort. Caraïbes. Donc du coup, forcément, elle Voilà. avait 17 ans pour Pirates des Caraïbes. Là, elle est un petit peu plus. Ouais, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, Ce film-là, donc voilà. elle ne devait pas avoir 17 ans pour Pirates. C'était pour... Et après, bon bah il y a aussi l'avant-dernière, pareil, qui est connue, c'est pas Michelle Il Williams. y a c'est Carey Mulligan. Carey Mulligan. Et puis la petite dernière, elle vous dit rien, elle? Si. Elle joue dans Hunger Games. Alors ouais, mais alors c'est aussi celle qui joue Jodie Foster jeune dans Contact. Avec ce plan du miroir juste monstrueux, c'est elle qui est un des plus grands plans du cinéma. Tiens, j'ai pas vu. Et ben Ok. en fait, c'est celle qui joue la petite dernière, qui s'appelle la petite dernière des Lydia. Lydia. Voilà, donc c'est elle. Et si vous voulez un point en plus, alors attendez, il faut que je le retrouve quand même, mais l'actrice qui joue la sœur de Darcy, qu'on voit très peu dans le film, Ouais. qu'on voit 2 secondes. Oui, qu'on voit 2 secondes, ouais. Ouais. Au piano. D'ailleurs, D'ailleurs, la j'ai eu sœur le... de Darcy, pas la sœur de Bingo. Ouais, j'ai eu la plan, j'avais mis le plan, avec j'avais mis elle le qui plan joue avec du elle qui piano. joue du piano. C'est Très beau plan. Tamsin Merchant, il me semble, son nom. Je suis en train de rechercher son nom. En tout cas, c'est elle qui joue Daenerys Targaryen Ah ouais. dans Game of Thrones. Ouais, mais dans le Game of Thrones, ouais. Parce que là, vous allez me dire, bah non, c'est Emilia Clarke. Bah non, dans la première version de Game of Thrones, dans le premier pilote qui a été une catastrophe et qu'ils ont tout retourné, ils ont viré l'actrice. Ah ouais. Et voilà. D'accord. Mais en tout cas, cette actrice-là, Elle est passée à côté d'une sacrée Puis on est Ouais, passé à côté aussi de Wow. dire que c'est quand même Donald Sutherland qui joue Monsieur Bennett. Oui. Bon, voilà, bon, on va avancer en tout cas. Voilà, Film. En tout cas, voilà, moi, j'ai bien aimé. Juste son nom, c'est. Ah, pardon, je suis désolé pour le N'hésite pas à podcast. faire du bruit. Hein, Je sur la suis table. désolé. C'est adorable, Mais ça tient j'adore. Putain. Et ben, je vous propose, vu que ce film n'a pas de sujet, soi-disant, on va un peu parler du sujet du film. En tout cas, voir à l'époque qu'est-ce que c'était. Voilà, à l'époque d'Orgueil et Préjugés. Des préjugés. Et Préjugés. Bonjour les retours du jeudi, je suis Florence Bergiron, je suis professeure d'histoire-géographie dans un collège des Hauts-de-Savoie. Cette première séquence, je la trouve vraiment mais admirable et très intelligemment menée. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Un lever de soleil sur la campagne. Alors on se dit, tiens, on est en milieu rural. Premier indice, on est en milieu rural. On voit une jeune fille qui est habillée de façon tout à fait modeste, pauvre. On dit, ah, une paysanne. Ah non, elle tient un livre. Elle a un livre en main et elle lit. Elle est cultivée. Si elle est cultivée, qu'elle sait lire, elle appartient peut-être à la bourgeoisie parce que les paysans, ils ne savent pas lire. Et puis on la voit rentrer dans une maison qui est quand même un peu délabrée, enfin qui fait pas, avec une jeune fille à l'intérieur qui joue du piano. Et là, d'un seul coup, on a l'indice qui nous dit que non, c'est pas une paysanne, non, ça n'est pas quelqu'un qui vient du milieu de la bourgeoisie ni du milieu de l'artisanat, il y a un lévrier. Et les lévriers, en Angleterre, jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, il n'y a que les nobles qui ont le droit d'avoir un lévrier. Le Scottish Dyrand, lui, c'est un lévrier qui est rustique, à l'image de la famille Bennett. Donc là, on a affaire à une famille de la petite noblesse pauvre. Le lévrier est un indicateur d'appartenance sociale. Au 19e siècle, la société anglaise, elle fonctionne sur un modèle qui existe déjà depuis plusieurs siècles. Tout en bas de la hiérarchie sociale, la paysannerie, qui représente 80-90% de la population. Avec la révolution industrielle, apparaît une catégorie sociale qui est la bourgeoisie. Ce sont des gens qui sont riches, qui s'enrichissent avec la révolution industrielle, mais qui n'ont aucune considération. Et puis il y a une autre catégorie sociale qui est privilégiée, c'est la noblesse. La noblesse, c'est une catégorie sociale qui ne travaille pas. Ce sont des gens qui possèdent des terres. Et ce sont eux qui font travailler les gens qui sont sur les terres ou le personnel de maison. Et dans cette noblesse, il y a deux catégories, en tout cas en Angleterre. Il y a d'une part ce qu'on appelle les pairs du royaume.
Ce sont des gens qui vivent à Londres, dans des hôtels particuliers, et qui ont des propriétés en province. L'un des plus beaux édifices d'Europe, ne trouvez-vous pas? Et leur rôle, c'est de faire fructifier le domaine. Eux participent au gouvernement du pays. Donc c'est une noblesse qui a une position sociale très élevée, très estimée, très enviée et extrêmement riche. Il possède la moitié du Derbyshire. La plus sinistre, il faut croire. Parallèlement à cela, il y a la petite noblesse. La famille Bennet, ce sont des nobles, mais ils sont pauvres. On le voit avec leur tenue vestimentaire. On le voit avec l'intérieur de la maison. Le parquet n'est même pas entretenu, il n'est même pas ciré, c'est du bois brut. C'est du bois brut. Et à côté de ça, on voit quand même des pièces de mobilier qui sont assez cossues, qui ont eu de la valeur jadis. Dans une scène, on voit Élisabeth qui sort et qui s'apprête à rentrer par un autre accès dans la maison, et on voit des colonnes qui sont en très mauvais état. Et on retrouve exactement les mêmes colonnes, mais de façon beaucoup plus majestueuse, dans la propriété de M. Bingley. Voilà une belle, une imposante propriété, n'est-ce pas, mes enfants? Je n'en connais pas de semblable dans tout le voisinage. Il y a des codes, une éducation extrêmement stricte. Extrêmement stricte. Par exemple, dans le film, on le voit, mais constamment dans beaucoup de scènes, on se salue. Monsieur Darcy. Bonsoir. Monsieur. On se fait la révérence, ou on se salue. Se faire la révérence, se saluer, c'est une façon de dire « je fais partie de ce monde-là, je te reconnais comme supérieur à moi, donc c'est moi qui te salue en premier, et tu me réponds avec un signe, un geste équivalent, comme quoi tu acceptes que je t'ai reconnu. » Darcy répond juste par un petit signe de tête, parce qu'il fait quand même partie de la haute noblesse. Il y a quelque chose auquel on ne pense plus aujourd'hui, c'est que la transmission du patrimoine ne se fait que aux garçons. Il n'y a qu'un fils qui peut hériter du patrimoine foncier, du patrimoine immobilier. Il peut nous chasser de la maison dès qu'il le souhaite. Mais pourquoi? Parce que c'est lui l'héritier et non pas nous, pauvres femmes que nous sommes. Les filles à cette époque, leur seul moyen de s'en sortir, c'est une question de survie, c'est le mariage. Le mariage dans la même catégorie sociale. Une jeune fille peut se marier avec quelqu'un, avec un homme d'une noblesse un peu plus élevée, à la condition qu'elle puisse apporter la légitimité d'une noblesse beaucoup plus ancienne et d'une réputation sans faille, sans scandale. Vous êtes toutes perdues. Qui voudra de vous avec une sœur qui a commis l'irréparable? S'il y a un scandale qui éclabousse la famille, la mère Bennet, elle est paniquée. Mais qui va vouloir épouser mes filles? Elle en a 5 à marier. Et c'est une préoccupation. On assure l'avenir de ses filles. On assure le gîte et le couvert à ses filles. Parce que devient une fille quand elle n'est pas mariée? Elle travaille, elle est au service des autres. Et elle peut être destinée à avoir faim. Toutes les jeunes filles n'ont pas les moyens d'être romantiques. On m'offre une demeure confortable et la protection. J'ai 27 ans et je ne suis pas riche et je ne peux rien espérer. Je suis déjà un poids énorme pour mes parents. Et cela m'effraie. C'est terrible à 27 ans de ne pas être encore mariée à cet âge-là, à cette époque. Il faut le savoir, avec M. Collins, elle va avoir une maison. Oh Lizzie, c'est un tel plaisir d'avoir sa maison et de s'en occuper. Parce que les nobles, ils doivent aussi montrer qu'ils sont nobles. Ils doivent tenir leur rang. La façon de montrer que l'on est noble et que l'on tient son rang, c'est d'avoir des domestiques. Le repas qui est donné quand ils reçoivent Monsieur Collins, il y a 3 personnes qui sont derrière, 3 domestiques. Laquelle de mes belles cousines dois-je complimenter pour ses talents de cuisinière? Monsieur Collins, nous avons les moyens de nous offrir une cuisinière, je vous rassure. Bon, il n'est pas dupe, Monsieur Collins, hein, mais il a 3 domestiques. Alors que quand on voit le déjeuner chez Lady Catherine, les domestiques sont en livrée, en très belle tenue, mais le domestique fait partie de cette appartenance sociale
qu'est la noblesse. Comme il n'y a que les garçons qui peuvent hériter, et que Madame Bennet n'a que des filles, Je ne sais pas ce qu'il adviendrait de nous si je ne prenais pas tout en main. le jour où Monsieur Bennet meurt, elle en tant que veuve, il faut que ses filles soient mariées. Et que l'une de ses filles accepte de prendre la mère, la charge de la mère. Donc, que l'époux de la fille en question ait suffisamment de revenus pour subvenir aux besoins d'une personne supplémentaire. Allons, flattons-nous plutôt de l'espoir que je vous survivrai. Et c'est pour ça que le mariage, mais c'est une préoccupation, mais vitale, c'est une obsession. Un monsieur Bingley est arrivé du nord de l'Angleterre. qui a pris C'est un livre de rang. C'est célibataire. Célibataire. De qui s'agit-il? D'un monsieur Bingley. Chut. Oh, Kitty. Et dans toutes les catégories sociales, chez les paysans aussi, le mariage est une préoccupation, mais obsessionnelle. Parce que c'est la garantie d'avoir des mains supplémentaires pour travailler, ça va faire des bouches à nourrir, mais avec les enfants, il va y avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. Et puis avec la mortalité infantile, finalement, il n'y en a pas tant que ça à nourrir. C'est terrible ce que je dis, hein, mais c'est une réalité concrète. J'aurais été une mère de famille avec 5 filles à marier. J'aurais eu exactement la même préoccupation, la même obsession que Madame Bennet. La même. Nous allons faire entendre raison à cette tête de linotte. On nous parle beaucoup de certains films historiques qui nous montrent des fresques avec des faits d'armes, avec des héros, le Napoléon. Eh bien, ce film-là, il a une valeur historique. Même si, effectivement, on peut lui reprocher des choix artistiques un peu anachroniques, comme les tenues vestimentaires. Bon, il y a sans doute eu ce choix artistique pour la beauté de l'image. Mais il nous raconte de façon très très fidèle une photo d'une société comme elle fonctionnait. Et alors, ce qui fait l'intérêt de ce film, c'est que surtout, il montre une évolution, c'est même pas une évolution, c'est une révolution dans les mentalités, dans les consciences. Darcy va épouser Élisabeth. Et le film ne se termine pas, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On n'est pas dans le conte de fées à la Walt Disney, pas du tout. Pas du tout. Ce film montre une transformation, une mutation des mentalités et des consciences. Si on avait vécu à cette époque-là, on aurait fonctionné exactement comme ces gens que l'on aurait tendance à critiquer aujourd'hui avec notre regard du XXIe siècle. On a oublié, mais on procède de ça, on vient de ça. Ça, c'est une réalité concrète, qui était la nôtre il n'y a pas si longtemps. Eh ben, merci beaucoup Florence. Oui, merci, super trop intéressant. bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, super intéressant. Donc pour la petite histoire, Florence, c'est la maman du C'est monsieur ma- qui est là. C'est une tronche, ma rhum, hein. C'est C'est intéressant. intéressant. Mais c'est fou, tu m'as dit, mais enfin, on en parlera après, mais ça t'intéressait pas ce qu'elle te racontait? Ah là non, mais alors, non, c'est pas ça m'intéressait Ouais. pas, mais ma mère, elle est prof d'histoire géo. Ouais. Moi, ce genre d'explication sur l'histoire, sur tout ça, mais c'est toute ma vie. J'entends. C'est-à-dire que Écoute, moi, Mathias, pourquoi tu dors? Parce que là, alors, Parce là- qu'en 1834. Non, mais les Là, vous avez une vacances- vidéo de 10 minutes, j'ai Ouais. 40 minutes. hein. Ah ouais, non mais il faut pas la lancer, c'est Mais incroyable, c'est super elle a un intéressant. verbe, elle parle super bien. Et puis voilà, moi j'allais en vacances en Bretagne, je peux te dire que les petites abbayes sur le trajet romane à visiter parce qu'il y avait un tartempion qui avait mis une pierre de 3/4 au lieu de 2/3, bah putain, faut qu'on ait la voir et qu'on ait l'histoire qu'elle est avec. Hein, donc, ouais, non mais c'est... En tout cas, c'était c'est super super intéressant. intéressant. Ah bah ouais, très c'est passionnant. Je remercie Florence. Ah non, mais Merci excellent. beaucoup. Voilà, Excellent. chez elle pour cette interview super bien. Voilà. Et donc le sujet de ce film, c'est ça, c'est l'évolution des mentalités, c'est la condition de la femme à cette époque, et cette idée du mariage qui est obsédant et on peut se dire mais elles sont débiles, elles veulent se marier, et voilà, à 15 ans, il y en a une qui se marie à 15 ans, mais c'est leur seul moyen de survie en fait. Et je trouve que c'est super intéressant. Et là, tu parlais de noblesse et de bourgeois, et que c'était de l'amour de bourgeois. Et ben, elle le dit Parce très que- bien, ta maman oui. la France, c'est la même chose dans les autres. Eh ben justement, dans les autres tu vois, places quand de j'ai la entendu société. dire ça, je me suis dit, Ouais. putain, j'aurais adoré voir le même film, mais
dans Mais ce film-là Chez les n'empêche paysans pas. Ouais. Là, Jane Austen, qui a écrit ce livre, elle l'a écrit, et ce livre, il résonne aujourd'hui encore, parce que... Mais je pense que quand je vais parler de Jane Austen, ça va résonner. Ça va résonner. Je ne vais pas en parler plus, mais en tout cas, Ouais. c'est un livre qui résonne encore aujourd'hui. Orgueil et préjugés, vous avez déjà entendu parler de ce livre, même si vous ne l'avez pas lu, même si vous n'avez pas vu les films. Et voilà, donc super intéressant. Et Jane Austen, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle écrivait ce qu'elle voyait, plus ou moins. Enfin, c'est ça. Voilà, et t'en parleras beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux, je sais pas, mais... Si, sûrement, je t'assure. Dis-le. Voilà, moi j'avais justement du coup envie de repartir de ça pour vous parler un peu plus de Elizabeth Bennet, de Monsieur Darcy, donc un peu d'orgueil et beaucoup de préjugés. Elizabeth et Monsieur D'ailleurs, Darcy. Sylvain, on Oui. peut s'arrêter 2 minutes sur ses favoris. Sur que mes tu as là. favoris. Oui, Quand on même. peut s'arrêter 2 minutes sur mes favoris. Voilà. Ça me rend gros, j'ai l'impression d'être gros. Non, Non, ça va. Vraiment, Sylvain, t'as de la marge. Je crois que non, vraiment. Non mais favoris, parce que si là, c'est c'est trop gros, horrible, bon. c'est horrible. Je me sens laid. Vraiment, j'ai l'impression d'être laid. Peut-être que je crois que c'est ta peut-être touffe- que c'est mieux comme ça. C'est ta touffe à la Austin Power, je crois, qui fait. Peut-être, je sais pas. Il y a un truc qui va pas quoi. Ah, tu fais noble anglais. Du Mais coup. oui, Ouais. mais oui, Monsieur Darcy. Il manque les dents comme ça. Voilà. Alors voilà, Orgueil et préjugés, c'est donc un classique et le livre c'est le livre le plus connu de son autrice Jane Austen. Donc dans une Angleterre au début du 19e siècle, on y narre la rencontre de deux personnages que tout semble opposer. La belle et intrépide Elizabeth Bennet, issue de la basse bourgeoisie. C'est même pas la bourgeoisie, du coup je l'ai écrit avant l'interview de la basse noblesse. Et l'orgueilleux Monsieur Darcy, issu lui de la haute bourgeoisie. Haute noblesse. Haute noblesse, du coup. J'entends souvent dire que Monsieur Darcy est orgueilleux et que Elizabeth est pleine de préjugés. Je crois que Jane Austen et le film de Joe Wright ont bien compris que les deux personnages étaient tous les deux remplis de ces deux travers. Et je vais d'abord parler d'Elizabeth Bennet, donc l'héroïne du film. Je ne ferai pas un exposé sur Elizabeth Bennet, parce qu'il y a tant à dire et je ne me sens pas pleinement légitime pour en parler. Cependant, c'est un personnage qui me touche et qui a une grande importance culturelle et même idéologique. J'aimerais d'abord m'attarder sur le personnage d'Elizabeth Bennet dépeint dans le film que l'on traite ce soir, donc cette adaptation de 2005. Bien qu'extrêmement fidèle au livre, on y retrouve un condensé de 2 heures, dans un condensé de 2 heures, l'essentiel de l'œuvre de Jane Austen, sans en trahir l'essence. C'est donc une bonne adaptation. Voilà. En 2 heures, on a réussi à adapter l'essence du livre. Cette adaptation donc, se permet même de moderniser quelque peu le matériau de base. Elisabeth y est peut-être plus impertinente que dans le roman original, notamment avec sa mère. Elle se permet de dire des choses ou à des personnes au-dessus de son rang qui seraient impensables à l'époque. Si vous regardez la série de la BBC, elle est plus fidèle, mais du coup, le personnage est moins attachant. Pourtant, ça ne se transparaît pas comme ça dans le livre. Dans le livre, elle est attachante. Voilà. Mais ce rafraîchissement était, je pense, nécessaire pour faire entrer le public actuel, même si le film a déjà 20 ans, en empathie avec le personnage. Elisabeth est donc un personnage jeune et très sûr d'elle. Elle n'hésite pas à donner son avis aux grandes dames de Lady Catherine. Il serait trop injuste que des jeunes filles soient privées de leur part d'amusement parce que l'aînée n'est pas mariée. Cela rendrait les relations entre sœurs difficiles. Ma foi, vous exposez votre opinion avec une grande assurance pour une jeune personne. Voilà, et elle a un regard acéré sur la société qui l'entoure. Contrairement à ses plus jeunes sœurs ou à sa mère, elle est très consciente d'où elle vient et elle sait comment la haute noblesse, dont elle ne fait pas partie, la regarde et regarde le reste de sa famille. Mais si Elisabeth est consciente de son intelligence au milieu de ses sœurs qu'elle estime sottes, elle finit par se faire piéger par ce trait de caractère. Elle est très jeune, elle n'a que 21 ans, elle n'a pas 21 ans, pardon, tout comme l'actrice, et la fougue de la jeunesse lui fait croire qu'elle connaît tout du monde. Cette assurance lui fait sauter à pieds joints dans les jugements qu'elle se fait de Monsieur Darcy. Son orgueil piqué au vif, elle décide de détester Monsieur Darcy. À l'instant même où j'ai posé mon regard sur vous, cette arrogance, cette fierté, cette suffisance que vous affichez, ce mépris pour autrui m'ont fait comprendre que vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterais de me marier. C'est un peu dur. Un peu violent, là. Elle se laisse volontiers séduire par le beau Wickham et met bien longtemps à se rendre compte de son erreur parce qu'elle est trop orgueilleuse pour admettre que le taciturne Monsieur Darcy est bien plus respectable que Monsieur Wickham. Elle se rend donc compte que son orgueil l'a poussée à être aussi sotte que ses sœurs, une leçon d'humilité pour elle.
Monsieur Darcy. Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien. Voilà, Elizabeth Bennet, c'est aussi une héroïne en avance sur son temps. Si elle est très consciente des convenances, c'est finalement une héroïne romantique. Elle préfère refuser un mariage arrangeant qui mettrait sa famille à l'abri parce qu'elle croit en l'amour. Cette notion peut paraître mièvre et désuète aujourd'hui, mais il s'agit bien là d'une des premières héroïnes de roman à oser dire non. Serait-elle égoïste ? En effet, en faisant ce choix, elle décide de ne pas penser à sa famille, mais Elisabeth, toute consciente de sa condition de femme et de la position de sa famille, tient à rester indépendante. Elle n'adhère pas à cette société qui se permet de la critiquer et de la remettre en question, notamment quand on parle de son cousin qui va hériter. C'est dit dans le livre aussi, elle le dit que c'est pas normal que son cousin hérite de sa maison, alors que c'est pas sa maison à lui. Tellement donc à remettre en question les choses qu'elle arrive à faire changer la position de Monsieur Darcy. Si ces histoires de jeunes filles qui refusent à se plier à la vie qui l'entoure nous paraît aujourd'hui surfait et réchauffé, Elizabeth Bennet en est la pionnière. Monsieur Darcy, alors plus orgueilleux ou plus timide ? Donc, j'avais envie de parler un peu de lui. Et j'avais envie surtout d'aller au secours de Monsieur Darcy. Je vous ai entendu dire qu'il était vraiment trop coincé et un peu nul. Pour citer ma collègue Alice, il est mou du genou. Ou pour résumer, dans Bridget Jones, on nous dit ça. C'est un handicapé du sentiment. Un pisse-froid. Bridget Jones, qui est une adaptation moderne de Orgueil et Préjugés, avec Mark Darcy, qui est le love interest. Voilà. Voilà. Sur Internet, je vois des commentaires très durs envers lui, notamment en réaction à cette déclaration de l'actrice Keira Knightley. Voilà. Je pense que toutes les filles sont à la recherche de leur Monsieur Darcy. Mais ayant vu le film et lu le livre, je n'arrive pas aux mêmes conclusions. Monsieur Darcy n'a pas du tout le même parcours dans l'histoire, même s'il est animé par les mêmes travers qu'Elisabeth. C'est un jeune homme de 27 ans, issu de la haute noblesse, et l'acteur a aussi 27 ans d'ailleurs. Ils ont gardé l'âge des personnages. Cela veut dire qu'il fait partie de la Chambre des Lords, il est donc à la cour royale, il a des responsabilités envers les gens qui travaillent sur ses terres et est doté d'une fortune considérable, 10 000 livres de rente. Son père est décédé, il est donc l'héritier de toute cette fortune et doit tenir son rang. Il est déjà engagé contre son gré à une femme qu'il n'aime pas, sa cousine, la fille de Lady Catherine. À cette époque, on se marie essentiellement avec des personnes de la même condition sociale que soi. De prime abord, il est hautain et distant, il se refuse à danser lors du premier bal, et voilà comment il qualifie Elisabeth. Mais sa sœur, Elisabeth, est fort agréable. Tout à fait passable, je dirais, mais pas assez jolie pour me charmer. Retournez à votre partenaire si souriante au lieu de perdre votre temps avec moi. Dur. Dur. C'est un mufle un peu. Hein. Voilà. C'est un mufle un peu. En même temps, elle n'était pas censée l'entendre. T'as le droit de dire que t'aimes pas quelqu'un à quelqu'un d'autre, je veux dire. Voilà. Il va même jusqu'à séparer deux personnes qui s'aiment sincèrement, Jane Bennet et son propre ami Bingley. Mais si on regarde de plus près, Darcy ne cherche qu'à faire le bien. Il dit qu'Elisabeth est passable parce qu'il est tout à fait conscient qu'il a des sentiments pour elle. Il sait que s'il se laisse aller à ses émotions, il finira par faire une mésalliance. Il ne sépare pas Bingley et Jane uniquement parce qu'elle est d'un rang inférieur à lui, il le fait pour protéger son amie. Jane est quelqu'un de pudique qui ne montre que très peu ses sentiments, donc elle pourrait n'être qu'intéressée que par son argent. Alors que son ami, lui, était pris d'elle sincèrement. Il a énormément de préjugés sur la famille Bennet, qui compte de nombreux membres ne sachant pas se comporter en bonne société, mais qui ne porteraient pas également ses préjugés. Si cela pique Elisabeth de l'admettre, elle en est pourtant bien consciente. Et à cette époque, on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, les apparences sont importantes pour mériter sa place de noble. Il répare également les dégâts causés par Wickham, qui lui a fait du tort par le passé, parce qu'il se sent responsable de ne pas l'avoir dénoncé, mais il ne l'avait pas dénoncé par pudeur pour lui. Enfin, et ça me paraît important, ce n'est pas dit explicitement dans le film, mais souligné dans le livre, il y a ce moment et cette phrase, donc on va revoir un extrait, mais qui lui fait confiance et qui prend conscience de beaucoup de choses. Ce sont là les paroles d'un gentleman. À l'instant même où j'ai posé mon regard sur vous, cette arrogance, cette fierté, cette suffisance que vous affichez, ce mépris pour autrui me fait comprendre que vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterais de me marier.
Là, quel regard. Là, je vous ai rajouté un peu au début et un peu à la fin. Il y a une phrase en plus qu'a dit Elisabeth par rapport à l'extrait d'avant, c'est sont-ce là les manières d'un gentilhomme, d'un gentleman? Et c'est ça le pic. Elisabeth lui dit qu'il n'est pas un gentleman. Et c'est cette phrase qui va le faire vaciller. Et je cite le livre. « Il y a un de vos reproches que je n'oublierai jamais. Si votre conduite avait été celle d'un gentleman, m'avez-vous dit. Vous ne pouvez savoir, vous pouvez à peine imaginer combien ces paroles m'ont torturé, bien qu'il m'ait fallu du temps, je l'avoue, pour arriver à en reconnaître la justesse. Le fait qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est pas bien, ça lui fait prendre conscience de quelque chose. Et il arrive à se dire, mais moi, je veux être ça à la base. Et en fait, je passe à côté. Finalement, Darcy est quelqu'un qui essaye de faire ce qui est profondément juste parce qu'on lui a enseigné qu'il fallait agir comme ça. Il veut être un vrai gentleman, il veut faire le bien. Il fait le bien, mais mal, contrairement au vilain de Dupontel qui faisait le mal, mais bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il comprend ses erreurs, il est capable de se remettre entièrement en question et d'essayer de rectifier le tir. C'est un homme juste. Alors ce film, voulant moderniser son personnage, le rend également plus timide qu'orgueilleux. Est-ce quelque chose qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être timide ? Donc si Darcy n'est pas un fêtard, s'il est mou du genou, si c'est un handicapé du sentiment et c'est un pisse-froid, je pense qu'il a des qualités qui contrebalancent aisément ses quelques défauts. Et je vous encourage toutes, et j'espère pour vous, toutes et tous, à trouver votre monsieur ou votre madame Darcy qui vous conviendra. Après, c'est vrai que son nom, c'est Fitzwilliam, et ça, c'est sûr, c'est un red flag. Voilà pour moi. Merci. Eh ben, il y a tout ça dans ce film. Je suis comme toi. Ouais. Tropes et mise en scène. Allez, c'est parti. Sur les comédies romantiques. Sur le cinéma romantique. Sur le cinéma romantique. Eh oui, Très bien. Pardon, cinéma romantique, tropes et mise en scène. On y va. Film romantique, mélodrame, rom-com ou encore moirf dans le serveur de stockage de réseau que me partage aimablement une personne proche. Autant de dénominations pour qualifier les films qui parlent d'amour au cinéma. Alors, entendons-nous bien, l'amour peut être un genre qui se mélange, par exemple, film, catastrophe et amour, science-fiction et amour, etc., etc. On a déjà dit, les genres sont perméables. Hein. Alors, lorsque Chech nous a fait l'immense plaisir de proposer un film d'amour pure souche, je me suis retrouvé à me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour filmer l'amour en dehors de nos cassettes privées? J'allais dire, j'ai bien des réponses. Voilà. Je savais que ça allait tomber. J'ai donc convoqué mes connaissances et fait mes recherches, et je vous livre donc une liste non exhaustive, parce que le cinéma ça évolue toujours, des tropes et caractéristiques de mise en scène des films où le cœur a ses raisons. On va commencer par les tropes, donc c'est-à-dire les figures de style scénaristique redondantes qui permettent d'identifier un genre. On a déjà, tout d'abord, c'est l'histoire d'une relation. Eh oui, ça a l'air bateau comme ça, mais on fait plus difficilement une histoire d'amour avec un seul personnage. Alors après, vous faites comme vous voulez, homme-femme, homme-homme, femme-femme, femme-poisson, femme-ciseau, homme-IA, même dans l'excellent Her. Peu importe au final la constitution de cette relation, elle peut être aussi variée qu'il existe de duos possibles. Alors, histoire d'amour, certes, mais histoire d'amour impossible. Bah oui, parce que sinon, tous ces films seraient des courts-métrages. Ils se rencontrent, ils s'aiment, fin des bails. Non, il faut du challenge, il faut des embûches. Pensez à Pretty Woman, à Moulin Rouge, à Roméo et Juliette, ou à Dracula de Coppola. Il y a toujours un ou des obstacles à surmonter, ce qui rend l'amour encore plus fort. Troisième trope, on a un contexte social aisé. Alors, souvent, pour les deux personnages dans les rom-coms, au moins l'un des deux dans les autres films romantiques, il y a toujours quelqu'un d'une classe aisée, un bourgeois, une bourgeoise de l'intrigue. Alors, ce qui va souvent d'ailleurs poser la question des amours impossibles parce que issus de classes sociales différentes. On a notamment Shakespeare in Love, haha. On a aussi, n'oublie jamais, Titanic, Dirty Dancing et beaucoup d'autres. Et beaucoup, beaucoup trop d'histoires dans Love Actually. On a fait une émission d'ailleurs sur Love Actually. Oui. Écoutez, regardez-la. Très bien. C'était mon challenge, c'est de présenter à chaque fois une émission qu'on a déjà faite dans ma chronique. Allez, je vais y arriver. Et Mathias chantait. Et je si ça peut vous donner. Il y a de la chanson. Je parle de Mathias, moi. Seulement pour la vidéo. Quatrième trope, le chat et la souris. Alors c'est vrai que je t'aime moi non plus. Ça se court après tout le temps. Moi, je suis littéralement épuisé pour eux. Quand l'un des membres du couple est disponible et enclin à vivre l'histoire d'amour, l'autre non, pour ensuite inverser leur position avant de finalement s'accorder et pour se dire que d'être amoureux, c'est bien, mais être amoureux ensemble, et en même temps, c'est mieux. Voilà. On passe maintenant à la mise en scène. Alors certes, qu'on ne trouve pas que dans les films d'amour, mais c'est les choses qu'on peut nous indiquer qu'on se trouve près de ce petit organe qui palpite très fort. Alors, on va pas se mentir, l'amour, ça se filme de très près. Alors, attention les jeunes, si c'est filmé de trop près, ça n'est plus du tout un film d'amour, mais un film pornographique. On retrouve donc dans les films romantiques nos deux valeurs de plan préférées, le gros plan et le très gros plan.
Ensuite, on a cette fameuse mise en scène, on en a vu un petit bout, le baiser sous la pluie. Alors pourquoi le baiser sous la pluie? Sûrement pour faire une belle image et montrer que les amoureux se moquent d'être trempés et que la passion suffit à réchauffer leur corps. C'est même d'ailleurs une scène d'amour de référence dans un film de super-héros, Spider-Man. Ah, on se souvient tous de cette image. Je suis étonné que tu ne l'aies pas misé. Bah oui, parce que c'est pas un film d'amour. Et honnêtement, pourquoi est-ce que cette scène est culte dans Spider-Man? Bon, je me dis aussi que c'est parce que ça met en valeur les formes de Kirsten Dunst, mais décidément, les bas instincts ne sont jamais loin. Il y en a plein des scènes d'amour. Mais oui, il y en a plein. Matchpoint. Mais oui. Troisième façon de mettre en scène au cinéma, on a Le Chat et la Souris 2, la course-poursuite. Dans un aéroport, à la ville, sur un bateau, dans une propriété anglaise. L'homme, le plus souvent, court pour retrouver sa dulcinée au bout d'une course effrénée pour lui dire à quel point il l'aime, même si elle ne veut pas l'entendre. Il y a un petit frisson quand même, va-t-il la rattraper? On pouvait avoir les premières fois, mais quand on voyait ces scènes, maintenant on sait que c'est le cas à chaque fois, on se pose plus vraiment la question. Quel film là? Là, c'est Happiness Therapy que j'ai vu pendant les vacances. Super cool parce que je me suis fait plein de films romantiques pendant les vacances. Super sympa, Happiness Therapy. Je vous le conseille. J'avais été très déçu, faut que je le revoie, je pense. Voilà, bon, après, maintenant, aujourd'hui, la question du gars qui court après la nana alors qu'elle lui a dit non, est un nom ferme. Ça peut viser rien, mais ça prouve bien que d'être un forceur, ça paye au cinéma. Au cinéma, que au cinéma. Blague à part, d'ailleurs, je le rappelle, un nom, c'est un nom. Surtout dans le monde du cinéma. Surtout dans le monde du cinéma et YouTube aussi, ça fonctionne aussi. C'est ça. Donc, je rappelle, un non, c'est un non, et un oui, c'est oui, 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 oui. Quatrième façon de mettre en scène l'amour au cinéma. C'est l'avant-dernière scène caractéristique, le bal. La soirée dansante, parfois déguisée, boîte de nuit, bal de prom ou bal tout court. La danse échauffe les cœurs et les corps, et les films romantiques ne comportent jamais d'un tendre lover qui glisserait une pilule de GHB dans le verre de son flirt. Le cinéma, c'est beau, c'est pour ça qu'on aime le cinéma et qu'on préfère ça à la vraie vie. Et enfin, dernière façon de mettre en scène, entre autres, le gros plan avec un chant contre chant de lui et elle, ou lui et lui, ou elle et elle, enfin vous m'avez compris, et qui est le temps d'une microseconde fantasmée où les plans se superposent et où les lèvres s'entrelacent dans notre esprit avant que le baiser soit vraiment donné, faisant monter la tension à son paroxysme avant son climax, le fameux gros bisou. J'aurais fini avec ça, je voudrais juste finir sur quelque chose qui n'est ni de l'image, ni un trope scénaristique, c'est tout simplement la musique. Piano, violon. Oh là là. Tu la sens, toute l'émotion, la musique. Ah, ça fait toujours son petit effet, c'est un vecteur d'émotion par excellence, on en avait parlé dans une autre émission. Alors, quoi de mieux pour accompagner l'une des plus belles d'entre elles, l'amour? Oui. Merci. Merci Mathias. C'est bien d'avoir des trucs comme ça. Ce que j'ai remarqué, vous regarderez. Ouais. Quand ils s'embrassent, très souvent, il y a un chant et un contre-chant. Le chant, il est comme ça, et le contre-chant, il sera tourné dans l'autre sens. Oui. Vous regardez dans Spider-Man, dans tout ça, à chaque fois, donc il y a un faux raccord, simplement pour voir le visage du personnage et pour pas passer la ligne des 180. Ouais. Vous regarderez. Comme ça, on a le mouvement de la langue qui est donné par l'angle de la caméra. Voilà, exactement. Exactement. C'est bien ces chroniques là. On va passer un peu sérieux. Oui. Et on va avoir le cours de littérature. Je mets mes lunettes. Oh là là. Qui va nous parler de Jane Austen. De Jane Austen. Alors, autrice importante. Je vais essayer de pas trop faire long. Hein, voilà. Mais t'as que 6 pages, tu m'as dit. Voilà, tout à fait. 42. Jane Austen, oui. Qui est Jane Austen, l'auteur du roman Orgueil et préjugés? Moi, je vous avoue que j'étais fan, mais je ne savais pas qui elle était. Et vraiment, ça m'a intéressée et j'ai trouvé ça 1000 fois plus intéressant après avoir connu sa vie, en fait. Vous allez voir. Donc, pour écrire la chronique, je me suis énormément appuyée sur la préface de la version du livre que j'ai, là, par Sophie Chiari, qui a également édité et traduit le roman. Voilà. Ça et ChatGPT, tu m'avais dit aussi. Du coup, je cite mes sources parce que c'est vrai que j'ai beaucoup pris de sa préface. Donc, Jane Austen est née en 1775. C'est la 7e enfant d'une fratrie de 8. Elle vit dans le Hampshire, au sud de l'Angleterre.
Et on la voit sur ce portrait réalisé par sa sœur. C'est le seul portrait qu'on a d'elle. Et on la voit sur cette photo. Prise Cette par... photo de profil Facebook. Exactement. J'ai changé sur son profil. Donc son père, c'est le révérend Austin, et sa mère, c'est la petite nièce d'un duc, donc petite noblesse. Et ils sont pas riches, mais Comme respectables. Alan. C'est une famille unie. Ça ressemble exactement à la famille Bennett. Elle grandit entourée de ses 6 frères et de sa sœur Cassandra Elizabeth, de son 2e prénom. Et donc le prénom de notre héroïne aussi. Et elle est envoyée en pension à l'âge de 7 ans, et elle revient chez elle 4 ans plus tard, une fois son éducation achevée. Donc chez les Austin, on se retrouve autour de jeux de société ou de livres. Donc elle lit beaucoup. Et apparemment, c'est un fait rare, on la laisse lire plein de choses. Ils étaient fous à cette époque. Ils étaient... Ce qui est C'est pas... là. autorisé à lire, à faire lire une fille, ouais, c'était pas si évident apparemment. Donc l'éducation de Jane est en tout point conforme à celle des jeunes filles de l'époque. Elle apprend la cuisine, la couture, la broderie, le français, l'italien, le chant, le dessin, le piano, la danse. En fait, tous les talents requis chez une jeune fille en âge de se marier et dont il est question dans ses romans. Donc elle, comme je vous disais, elle est autorisée à lire plein de choses dans la bibliothèque de son père, notamment Shakespeare, enfin plein de choses. En 1795, elle commence une ébauche de Raison et Sentiment, Sense and Sensibility. Ouais. Elle s'attache ensuite à l'écriture de Premières Impressions, qui est la première version de Orgueil et Préjugés, Price and Prejudice, en anglais. Donc si ces livres mettent déjà tous en valeur l'importance de l'argent, fortement liée à celle des alliances, elle-même ne se mariera jamais. Et moi, je trouve ça fou, en fait. C'est tellement fou, ça. C'est fou, parce qu'elle va préférer l'indépendance à la richesse d'un bon parti. Donc, Elle était quand même amoureuse de quelqu'un. Voilà. Ouais, tu vas en parler. Je vais en parler. Ouais, ok. Il semble que jeune, Jane se soit éprise d'un certain Tom, mais bien que leur amour fût réciproque, leur mariage n'ait pas été possible pour des raisons financières. Beaucoup plus tard, elle accepte d'abord la main d'un lointain cousin qu'elle trouve brutal et sans intérêt, car elle veut assurer une position sociale. Et puis en fait, elle se ravise le lendemain parce qu'elle se dit que c'est pas possible de se marier sans amour. Donc en fait, je trouve que tout ça, ça transpire vraiment dans Orgueil et Préjugés. Bien sûr. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal écho à toutes les relations entre les personnages. On peut penser à Collins, à Darcy, etc. À la fin des années 90, elle bénéficie d'une certaine renommée au sein d'un cercle d'admiratrices. Elle écrit pas mal de lettres, notamment, et elle accède au statut d'écrivain professionnel. C'est ce qui est quand même chouette pour une femme à l'époque. Et elle se voit contrainte de déménager à Bath et quitte le milieu rural. Et donc là, elle n'aime ni les fêtes, ni la société de ce lieu à la mode. Là, on peut penser un peu à Darcy. Et voilà, son père meurt, et du coup, ça la place dans une situation précaire. Donc elle est obligée d'aller s'établir avec sa mère et sa sœur qui ne se mariera non plus jamais. Ah oui, d'accord. Et grâce à l'acharnement de son frère, Henri, Raison et Sentiment paraît en 1811 et 2 ans plus tard, Orgueil et Préjugés, qui sera aussi publié anonymement. En effet, son anonymat lui permet de garder un certain mystère, de préserver sa liberté et surtout de ne pas jeter l'opprobre sur sa famille à une époque où il n'était pas bien vu qu'une femme vive de sa plume. Donc les romans de Jane Austen, ceux déjà cités, mais aussi Persuasion, Mansfield Park, Emma, j'arrive pas à le prononcer, c'est épouvantable, Abbey à la fin, Northanger Abbey, mettent en lumière la dépendance des femmes à l'égard du mariage pour obtenir un statut social et une sécurité économique, on en a déjà parlé. Il est généralement admis que l'œuvre de Jane Austen appartient au patrimoine littéraire de Grande-Bretagne, mais aussi mondial maintenant. Et aujourd'hui, Jane Austen fait l'objet d'un véritable culte. Ses œuvres sont reprises et déclinées en séries, en films. Voilà, donc on voit un petit peu le film qui avait Raison et Sentiment, notamment. Voilà. Orgueil et Préjugés, donc les 2 versions. La série et le film, ouais. Ou encore en BD, donc comme ici on a une petite planche de Margot Motin, si vous connaissez, avec la déclaration de Darcy. Ah oui, pardon, là on voit Emma aussi, qui a été adaptée en film, que j'ai pas vu pour le coup. C'est Emma qui ? C'est le nom du roman. Okay. Persuasion, que l'on voit aussi. Et donc c'est encore pas la BD, mais je sais pas si on va y arriver. C'est l'image 9.
C'est très audiophonique. Voilà. C'est une belle Bon, image. bref, du coup, peut-être qu'on y arrivera. Donc, voilà. Donc, on voit Darcy qui est à genoux au pied d'Elisabeth qui dit « Vous m'êtes très inférieure, votre famille est une honte et j'ai tort de... J'ai tout fait pour ne pas... » T'aurais dû vraiment Ouais, le marquer. purée, pour ne pas... Ma vie, je sais pas. M'abaisser à vous aimer, quoi. Voulez-vous Voulez-vous m'épouser? Pire déclaration de tous les temps. Génial. Voilà. C'est pas mal ça. Bon, on l'a pas, mais on la redira. Ouais, on la redira. En post-prod. En post-prod. On y fera en post-prod. Donc on fait souvent référence dans la littérature, au cinéma, dans les séries, c'est ce que je disais. Et on pense, Sylvain en a parlé tout à l'heure, au personnage de Mark Darcy dans le journal de Bridget Jones, par exemple. Qui en est une inspiration directe. Et qui est l'acteur qui jouait dans... qui jouait dans la version de la BBC. Voilà. Et qui fait merveilleusement bien la tronche au fait aussi là-dedans, dans Bridget Jones. Donc apparemment, il y a une série qui a annoncé aussi sur l'autre sœur Bennett, qui s'appellerait l'autre sœur Bennett, sur Marie, l'intello, la troisième sœur. Donc on voit pas trop. Et puis, moi, j'ai pas vu, mais en 2024, il y a eu un film qui s'appelait Jane Austen a gâché ma vie, apparemment. Voilà, je sais pas trop. Je ne sais pas, voilà, ce que ça raconte vraiment. Et on a même poussé le délire. Alors, je sais pas, il devait y avoir une image, pareil, mais on a même poussé le délire à un livre Cherche et trouve. Voilà, Jane Austen a gâché ma vie, le film. Et on a même poussé le délire avec un livre Cherche et trouve pour enfants. Cherche et trouve Lydie. Voilà. Voilà. Où est Lydie, pardon. Voilà. C'est plus où est Charlie, c'est où est Lydie. Je sais pas si t'as vu aussi, ils ont même fait une série YouTube, le journal d'Elisabeth Bennett, mais à notre époque. Où c'est une youtubeuse en fait et qui raconte sa vie. Ouais. Voilà. Alors j'ai pas vu la série, mais je sais qu'elle existe aussi. Donc j'avoue que j'ai pas vu tout ça. Waouh. Il nous répond. Et Siri, hein, c'est ça? T'as dit et Siri à un moment donné. Ouais, je pense que j'ai dit. Oui, je sais pas ce que j'ai dit, mais Siri a répondu. Donc si Jane Austen voyait ça, je pense qu'elle n'en reviendrait quand même pas. Personnellement, je connais plusieurs personnes, plutôt des femmes, mais maintenant je connais Sylvain et Adrien et Sam. Qui ont aimé le film, qui adorent les histoires écrites par Jane Austen, ce qui a pu être adapté en film. Et moi-même, j'ai du plaisir à lire ou à regarder l'histoire de ces femmes et ces hommes si enfermés dans des codes sociaux si stricts. Mais pourquoi ? Est-ce que les contraintes sociales fortes exacerbent les sentiments amoureux et me tirent les larmes ? J'aime les grandes histoires d'amour contrariées. Est-ce que ça me plaît de sentir poindre la critique derrière tous ces portraits de femmes si dépendantes des hommes socialement, de sentir toute leur force de vivre dans ce monde-là? Est-ce que j'ai envie de porter des grandes robes pour aller dans des bals chics? Est-ce que j'ai envie de changer un homme austère et sans humour en une personne pleine d'amour et d'intention? Sûrement un petit peu de tout ça, en fait. Je pense. Voilà. Merci, Chèche, pour cette chronique très sensible. Ah ouais, non, mais quelle vie, quelle femme. Ouais. Non, mais oui, c'est super. Et du coup, effectivement, le personnage d'Elisabeth Bennett transparaît vraiment dans la vie de Jane Austen. Je le savais aussi, et j'ai pas voulu trop le dire, mais ouais, c'est pour ça sans doute que ça nous parle encore aujourd'hui. Et ben voilà, je vous propose de descendre. Oh putain, déjà. Dans les tréfonds. Waouh, oui, c'est très fort. On met la lumière qui fait peur. Vous êtes pas prêts. Ah, attends, il faut. Voilà. Ah oui, il faut que je note vos points, sinon après vous pleurez. Je vous ai pas prévu de cadeau cette fois-ci, je suis désolé. Vous aurez tout mon amour. Ouais, on va avoir Stolzund. Quoi, Stolzund? Chèche, tu peux me redire le titre en anglais, s'il te plaît? Pride. Non, pardon. Oui, Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Je crois que t'avais dit Price and Prejudice. Price and Président. Heureusement que tu refais un second linguistique. Ouais, tu vois, il faut y retourner. Ouais, il faut y retourner, non, c'est ça. Allez, on y va. En quiz des tréfonds, ce mois-ci, Orgueil et Préjugés, Twilight ou les deux. Waouh. Allez, c'est parti. Oh, purée. Alors, en plus, les réponses, je crois qu'il n'y en a aucune où c'est bien déterminé, quoi. Je veux dire, vous répondez ce que vous voulez, si vous argumentez, c'est ok, quoi. C'est pas faux. On y va. Première question, le scénario tient sur les post-it. Ah non, le Twilight. Alors, moi je dirais Twilight. Ah bah non, c'est raté alors pour le coup, là non, c'est pas bon. Twilight.
On est d'accord? Ah bah moi je suis dingue. Twilight. Alors je donne le point, C'est pas Chèche. possible. Je donne le point parce qu'en effet, le scénario de Twilight, ça tient sur un post-it. Là, concrètement, il n'y a pas grand-chose à écrire. Mais sachez-vous aussi que la romancière britannique Jane Austen avait une nature très secrète, ce qui fait qu'elle écrivait sur des petits morceaux de papier en fait pour faire son roman. Oui, mais les post-it n'existaient pas, c'est très anachronique ta question. Oh là 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 là, T'as dit que si on argumentait, ça marchait. Possède une fin alternative. Les deux. Eh oui, les deux. Allez, un point pour Sylvain. Alors, dans Twilight, la série de films finit sur une bataille gigantesque. Avec mort de nombreux protagonistes, chialade dans la chaumière et pot de glace sur les genoux. Sauf que tout ceci n'était qu'un rêve, ou plutôt une vision d'un des personnages. Alors en réalité, pas de bagarre, tout le monde va bien, fin des bails. Alors pourquoi utiliser le coup du rêve, me direz-vous, qui est interdit au cinéma? Parce que, en fait, après des heures de teasing avec des images, donc à l'écran, sur un grand combat, finir juste comme dans le livre par « c'est bon, on arrive à trouver une solution d'apaisement », tu peux l'écrire ça, le filmer c'est hyper chiant. Et donc pour Orgueil et Préjugés, eh ben, on a tout simplement le public américain qui a obtenu une fin alternative mettant non pas Lizzie en scène avec son père, comme nous pouvons le voir nous en Europe, mais avec Darcy sous les étoiles, dans leur grande propriété, à se dire des mots d'amour et à se dire à quel point ils sont beaux, ils s'aiment, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Voilà. C'était un peu trop mièvre pour être européen. C'est ça, mais ça c'est pas la version alternative. La version alternative, c'est la nôtre. Oui, ça c'est la version américaine. Okay. Et du coup, nous on a la version. C'est pour ça que je voulais te dire tout à l'heure que ça finissait pas du tout sur le père normalement. La vision du réalisateur, c'était de finir là-dessus. Ok, voilà. D'accord. Troisième question, le love interest est masculin et vierge. Le quoi? Les deux. Alors il y avait Twilight tous les deux, je prenais. En effet. Bon alors, pour Twilight, alors en effet, Edward Cullen. C'est comme ça qu'il s'appelle. Avant sa rencontre avec la belle Bella, est un vampire. Ouais, est un vampire vierge et chaste, ayant passé 117 ans sans aucune expérience sexuelle, qui va à l'encontre un petit peu de la représentation du vampire au mieux libidineux et au pire qui est le reflet des pulsions que ferait pâlir Gérard Depardieu, c'est bien. Alors que à l'époque de Orgueil et Préjugés, l'importance du mariage, de pouvoir vivre de folles aventures sous les draps était de rigueur, mais non obligatoire. Ce qui était important, c'était de ne pas vivre ouvertement ou longtemps loin du péché. C'est-à-dire, c'est ce qui choque, le fait que Lydia soit partie au Wickham, à la rigueur. Ok, mais 2 semaines sans dire ok c'est bon maintenant on va se marier, c'était fou. Alors bien sûr là on parle des amours bourgeois de l'époque et je ne serais pas surpris que les nobles aristocrates aillent partager leurs semences avec de jeunes filles de familles populaires pour ensuite s'habiller de vertu pour leurs relations officielles. Fun fact. Non. Fun fact. Jamais. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que je pensais qu'elle allait en parler. Non c'est pas ça tout de suite mais c'est pas grave. Ma rhum, il paraît que ma famille descend d'un bâtard de Louis XIV. Ah, elle m'en a parlé. T'en as parlé? Ouais. Mais non, c'est qu'elle en parle à tout le monde de ça. Donc voilà. Et ça se trouve, Mathias, roi de la France. Allez, on y va. Bon, enfin, roi sans tête, mais... Ouais. Bah, n'empêche que à l'époque, on reste inventif. Et là, on peut y aller en effet. Connaissez-vous le bundling? Alors, c'est une pratique qui consistait pour un futur couple, de dormir ensemble sous le toit parental, avec papa-maman pas loin, donc voilà. Et surtout, une planche entre les deux. Ça, c'était... voilà. Et si tu n'avais pas confiance en la planche pour te sauter, en disant ils vont sauter par-dessus, eh ben, on avait un sac qui était cousu autour des jeunes. On voit ça hier dans le film The Patriot de Roland Emmerich. C'est le Joker qui est accroché, qui est attaché dans un lit, quoi. Alors c'était le point pour Chèche. Alors on y va, 4ème question, on est bientôt à la fin. A eu droit à ses fanfictions? Les deux? Eh oui, les deux, bah oui, point pour Sylvain. Alors, bon, Twilight, pour Twilight, on en a eu plein. Bah, y a une et non, de Twilight non, qui est connue, non, le fabuleux, l'incroyable, le merveilleux, 50 nuances de Grey, qui est l'aveu de son autrice, d'ailleurs une fanfiction écrite sur son téléphone. Oui, c'est ça. Tu savais pas? Ah mais non. De quoi? Attends, vas-y, refais là. 50 nuances de Grey, c'est une fanfiction tirée de Twilight à la base. Ouais, c'est le même personnage. Écrit sur son Blackberry, ténébreux et tout, et puis une jeune... Voilà. Ah ouais, d'accord. Okay. Aveu de l'autrice. Mais ça, je le savais, ça. Pour Orgueil Préjugés, donc on a aussi pléthore de fanfiction. On a eu un manga, d'ailleurs, qui a été édité chez Soleil. Une série avec une inversion des personnages, c'est-à-dire que c'est Lizzie qui échange sa place avec une nana du monde actuel qui est fan de Jane Austen. Et j'ai également trouvé une série de livres nommés Orgueil et Pimberley, dont je vous donne les titres qui sont assez incroyables.
Tome 1, mariage avec Monsieur Darcy. Oh, Tome 2, purée, nuit de noces avec waouh. Monsieur Darcy. Tome 3, lendemain de noces avec Monsieur Darcy. Tome 4, minuit à Pimberley avec Monsieur Darcy. Tome 5, au Belvédère avec Monsieur Darcy. Et tome 6, nuit de noces sulfureuse avec Monsieur Darcy. On a un préquel enfermé dans la verrière avec Monsieur Darcy. Je te jure, c'est les vrais livres. C'est quoi ces bouquins? C'est un livre par heure. Estelle Bana, il a écrit ça. C'était incroyable. On y va. Les personnages, Comment ça, c'était incroyable? T'as lu? T'as pas lu pour la science? Alors, tu sais que comme c'est des fanfictions, tu peux les trouver sur Ah oui, Internet. tu peux les trouver. Voilà, tu peux aussi les acheter, mais bon, tu peux les trouver. On On y peut va. vous les vendre si vous voulez. On peut vous les vendre. Ah, moi, je vous les vends facilement. Ça me fait plaisir. 5e question. Les personnages ont des super pouvoirs. J'aurais dit le Twilight, oui. Ouais, je trouvais plus tu le nom. donnes le point à Sylvain. Bah oui, c'est Twilight. T'aurais pas dû dire. Bah ouais. pardon. Alors Twilight uniquement pour le coup. Hein. Non, vraiment être chiant comme la mort, c'est pas un super pouvoir de Darcy. Mais Twilight 2. Non, mais le seul film, ils ont réussi à me faire ressentir ce que voulait le personnage principal, c'est-à-dire se faire suicider. Se faire suicider. Se suicider. Mais j'étais devant le film, j'en pouvais plus. Je l'ai vu au cinéma. Quoi, Twilight 2? Ouais, horrible. Horrible. Twilight, Bah le 1 j'avais bien aimé, ça passait, gentil. Et après... Ah non, c'est pas ouf. Hein. Donc je disais C'est pas de pas pouvoir génial. pour Darcy, alors que du côté des vampires, ils peuvent se déplacer, sauter, grimper, courir sans difficulté ou épuisement. Contrôle émotionnel, les vampires ont la capacité de faire taire leur humanité. Ah, on me dit dans l'oreillette que Darcy est peut-être finalement un vampire. Ah non. Autant pour moi, on vient de me dire aussi également que l'auteur Matthew McFadden, le comédien qui reconnaît Monsieur Darcy, avait une très mauvaise vue et donc, parce qu'il porte normalement des lunettes, et lors de la scène dans La Brume écossaise, anglaise, il devait être guidé par le réalisateur qui achetait des drapeaux rouges. Ah non. Moi j'avais voyait des rien. red flags. Voilà. Par là. Exactement. On y va, dernière question, remontada pour Adrien, égalité pour Chèche ou win pour Sylvain. Si on cherche bien, on peut trouver des zombies dedans. Orgueil et préjugé. Ah putain, et oui, orgueil et préjugé. Il n'y a pas de zombies dans Twilight, c'est ouf, c'est incroyable. Ouais, mais il y a des loups-garous à la con. les vampires sont-ils des zombies? On peut se poser la question. Les goûts de Collins sont-ils d'un autre monde? C'est une autre question. La réponse à une de ces questions est dans le surprenant Orgueil et préjugés et zombies, sorti en 2016, et réalisé par Burr Steers, qui a joué un des malfrats qui tente d'arnaquer Marcellus Wallace dans un petit film qui s'appelle Pulp Fiction, qu'il n'est pas impossible, dont on reparle très prochainement. Allez. Le film est produit par Nathalie Portman. Ouais. Ça c'est incroyable. Non mais je trouve. il est produit par Nathalie Portman. Ouais. On peut y voir Matt Smith dedans, qui est un super Doctor Who, Bella Heathcote, Sam Riley, qui joue aussi dans Maléfique, qu'on a vu, Charles Dance, qui est le père Lannister dans... Oui, non, oui, mais oui, exact. incroyable. Je vous propose qu'on regarde Cette bande-annonce. un bout de la bande-annonce. C'est Nawak. Tu Mais je l'ai surtout acheté. On peut couper le son maintenant, on va juste passer Tout laisse a l'image et on commencé coupe le son. avec la peste noire. Bon, voilà, c'est pas fou. Et alors, ce qui est trop fou, c'est que c'est Sylvain qui va nous en parler parce qu'il l'a vu. Je vais en parler en partie. Je l'ai pas vu en entier. Oh. Ouais, je me le suis mis en fond et je voulais, et vraiment je le regarderai en entier. Ouais. Bah, c'est marrant. Non, mais c'est. Alors, il y a un premier plan au début, je l'ai trouvé joli. Enfin voilà, je me suis dit. Un plan. Non, mais il y a quand même de la mise en scène un peu jolie. Après, ça part vite dans le nanar, hein, faut pas se cacher. Le monsieur Darcy est vraiment très mauvais. Voilà. Et après, bah, je sais pas, il y a des trucs marrants. Il y a vraiment des moments, ça colle au livre, mais 100%. Puis d'un coup, par exemple, il y a une scène où dans le film ou dans le livre, ils disent bah, les femmes, elles doivent savoir faire du piano, savoir faire machin, et puis parler japonais. Et du coup, il a bon parler japonais. Et puis d'un coup, bah, il y a Elisabeth Bennett qui se met à parler japonais. Alors répondre japonais, c'était là, en mode de quoi? Waouh. Et puis après, et bah, quand elle se déplace d'un endroit à un autre, dans le film, ça se passe normalement, bah là, elle va buter des zombies au milieu, tu vois. Voilà. Donc moi, j'en suis là pour l'instant. Mais c'était marrant. Est-ce que le fait Allez, qu'elle osez parle le faire. japonais, c'est un set of payoff parce qu'après elle Bah fait alors, le nunchaku ou un truc comme J'ai ça? pas vu la suite, mais c'est pas impossible. Ouais, Franchement, putain, ça m'étonne. les japonais ils sont hyper forts avec les oui. nunchaku. Hein. J'ai déjà vu des films là-dessus. Hein. Dans les Tortues Eh Ninja. bah tu écoutez, connais. si vous voulez le voir avec moi, c'est avec grand Ah bah écoute, moi je voulais le voir, je l'ai pas trouvé de manière illégale et Non, gratuite ouais. parce que je vais être très honnête,
j'aurais pas dépensé pour ça. J'avais pas envie, mais j'avais quand même très envie de le voir. Et pour donc, le- je suis très content que tu pour la l'achètes science. toi. Voilà, tu feras une facture au retour du jeudi. Avec plaisir. De la séance de psy. Hein, qu'il C'était t'a fallu. 30 € par contre. Allez, et ben bravo La à séance de Sylvain et psy, ça Chèche sera bon, pour ce bravo. quiz de tréfonds, c'est fini. Voilà. Eh ben merci. Merci. Comment on conclut sur ce film du coup? Moi j'avais 2-3 petites anecdotes vite fait. Ouais. Bah, j'en dis ouais. Non, je vais pas les dire. Je voulais dire après parce que c'est pas très intéressant. Donc, comment on conclut sur ce film? Bah, à part un court-métrage, ce serait bien. Un court-métrage, ce serait bien. Adrien, maintenant. Bien. Bien, J'aime bon bien. film, chef-d'œuvre. Bah franchement, ouais. Ok. Pour moi, Chèche. Bah écoute. Plaisir Rien- coupable ou plaisir- vrai bon film? Alors, j'aime beaucoup ce film. Après, je reconnais quand même que on puisse ne pas adhérer à ce genre de film. Complètement. Enfin, Oui, mais comme à tous les genres de films. Comme, Ça, oui, on peut- mais Parle- Parle de toi. alors, Parle de toi. moi, ce que j'en pense, N'aie pas peur. j'adore. Mais il y a quand même un côté, oui, un peu... c'est vraiment le genre de film que je revois quasiment tous les ans en mode youpi, je vais revoir Orgueil et Préjugés, comme je dis youpi, je vais revoir Merlin l'Enchanteur, comme je dis youpi, je vais revoir des trucs Mais c'est très bien. qui me font aller bien. Enfin, c'est Mais ce oui. genre de, Moi, je de dis film. youpi, je vais revoir Die Hard. Quoi. Bah voilà, par exemple. Voilà, par Et exemple, c'est- toi, je ça suis va d'accord. ça. Ah, Voilà. moi, c'est Die Hard, c'est mon film de C'est- Noël, je le regarde tous les ans. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, dis pas que c'est un plaisir coupable, c'est un film que t'aimes. C'est un et- film que et j'aime. C'est un Voilà, vraiment film qui a c'est des ça. qualités. Ouais. Si t'aimais Dirty Dancing, tu pourrais dire c'est un plaisir coupable. Merci. Et ben moi, si je veux conclure sur ce film, bah pour moi, chef-d'œuvre est très bien interprété, très belle lumière et voilà, trop chouette. Et Mathias? Bah Mathias, il a déjà Mathias, conclu, il a peut conclu, il a dit Ouais, il a que- conclu, ouais, il oui, a c'est dit bon, qu'il ouais. préfère les films avec de l'amour quand ça concerne pas forcément de la petite ou haute noblesse. De la haute et noblesse, voilà. oui, bon, d'accord. Et puis moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé sur internet des nanas qui disaient on rêve tous de trouver un monsieur Darcy très riche. Ah oui, non, mais alors ça, non. Eh bah oui, mais c'est le penchant, tu vois, du truc et C'est je trouve c'est ça pas ce dommage. qu'attend Elisabeth. Non, 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 C'est ça non, que non, je voulais non, dire ça, aussi. c'est bien, hein. Et Monsieur Darcy, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'arrête pas à sa beauté, c'est son intelligence qui l'a fait aussi. Et d'ailleurs, au apprécier. départ, il voulait pas caster Keira Knightley parce qu'elle était trop belle. Ouais, bah, Sa oui. vivacité d'esprit, c'est Ouais, ce qui lui c'est plaît. ça. Mais c'est vrai que par contre, on peut vraiment s'interroger sur l'avenir de ces couples. Oui, Parce mais c'est que, un peu dit quand même voilà. dans le livre. Voilà. Pas On sur ne sait pas. Darcy, et on part du principe que ça se passe bien. Mais sur Wickham et Lydia, Ah bah oui, c'est sûr on dit que- l'amour passe très vite. Voilà. Voilà. Eh, si ça vous intéresse, allez sur internet, il y a des wikis ou des fandoms avec des gens qui ont fait tout l'arbre généalogique Ouais, ouais. d'après, Oh, putain. en mettant lui s'est marié avec un tel qui est la cousine de Et machin. paf, ça fait Edward Cullen. Ah non, mais c'est ouf. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Il y a un Et après, il y a lore. des zombies qui Il y a un arrivent. lore Orgueil et Préjugés qui est assez dingue. Si t'as regardé ça, ça va être passionnant. hein. C'est Je incroyable. suis pas sûre, j'aime bien le film, mais Ouais, bah après, ouais, tout ce arrête-toi qu'il y a là. autour, je suis peut-être pas, voilà, non plus. ouais. Sans interruption, on va maintenant vous parler de Orgueil et Préjugés. À notre époque, oui. c'est venu le temps des grenouilles et c'est Chèche qui nous a réalisé un petit court-métrage. Tout de suite. Comment ça va mes sœurs? Oh la vache, ma pauvre Jane, tu voudrais pas changer la déco chez toi? C'est déprimant. Merci pour l'invitation Jane. Bon alors, comment ça va depuis la fête chez Bingley? Alors, je sais très bien ce que tu penses, Lizzie. Tu penses que Charles Bingley a de l'intérêt pour moi. Mais en fait, pas du tout. Il est juste sympathique avec tout le monde. Donc, c'est juste ça. Ouais. Non ma pauvre Jane, avec une attitude pareille, t'as vraiment aucune chance de trouver un mec. Déjà que t'es pas de première fraîcheur. Bah merci Lydia, ça m'aide beaucoup. Non mais sérieux, inscris-toi sur une app de rencontre. Tiens, on va aller voir sur Prinder. Je suis sûre qu'on va retrouver tous les mecs de la soirée. Oh super, la foire au cas désespéré. Je sens que ça va me déprimer. Vous êtes pas marrante. Et puis toi, Lizzie, il faudrait que tu te détendes parce qu'à chaque fois qu'un mec vient de te causer, tu montes les dents. Est-ce que vous voulez un petit peu de thé? Non. Wickham. Carpe diem. Oh là, belle demoiselle. J'aime croquer la vie à pleines dents. Oublie tes chaînes et tes problèmes. Avec moi, tu vas vivre un rêve éveillé. Hashtag on n'a qu'une vie. Hashtag YOLO. Hashtag enlève ton corset. C'est de la bombe ce mec. C'est quand il veut. Alors oui, c'est ça le problème. C'est quand il veut et avec toutes les femmes de la Terre. Autant vous dire qu'à la soirée, il a bien moins fait le malin hein, quand je lui ai bien fait comprendre qu'il pouvait pas mettre ses mains partout.
Ah, je te trouve dure quand même, Lydie. Collins. Comme le dit si bien ma chère amie Lady Catherine, l'excellence exige beaucoup d'exercice. Aussi, je m'exerce chaque jour que Dieu fait à parfaire mon art de la conversation sur des choses aussi importantes que la gestion du patrimoine ou l'art de faire pousser un rosier. Dans l'attente de partager d'innombrables moments de bonheur à travers nos discussions, je t'embrasse, future chanceuse de me connaître. Hashtag la modestie est mon défaut. Il est insupportable ce mec. Bonne chance à sa future nana, hein. Plutôt mourir. Mais quel emmerdeur! Il est venu me parler à la soirée. Mais quel enfer! Après, je pense qu'il peut plaire à quelqu'un. Mais il faudrait qu'il redescende un petit peu de son piédestal. Oh, Jane! Y a Bingley! Oh, mais arrêtez! Coucou! Toutes les femmes sont tellement délicates. Je serai ton serviteur. Tes désirs seront mes ordres. Les autres avant tout le monde. Avec moi, pas de conflit. Juste un long fleuve tranquille. Hashtag calme et sérénité. Chiant! Bon, moi je sais que c'est pas possible quelqu'un comme ça. Au bout de 2 jours, j'en ai fait un bon petit chien fidèle. Allez, fais le beau! Vous êtes vraiment affreuses les filles. C'est vrai, c'est tellement précieux les personnes gentilles et simples et qui aspirent à la paix dans le monde. Bah épouse Miss France! Oh! Darcy! Le beau ténébreux! Mais il est sur Prinder, lui! J'ai jamais vu un mec aussi rabat-joie et méprisant. Il a tiré la tête toute la soirée. On se demande si on l'avait pas torturé pour venir. Écoute ça. Je ne m'encombre pas des échanges stériles. Si tu n'es pas une femme accomplie, passe ton chemin. Je ne saurais souffrir de la compagnie d'une écervelée. Je ris rarement avant mon thé du matin, rarement avant celui du soir également. Hashtag orgueil, hashtag préjugé. Ouah, le melon! Bon, il se croit un peu sorti de la cuisse de Jupiter, hein, je vous l'accorde, mais moi je me disais, est-ce que ça serait pas juste un grand timide qui sait pas s'y prendre? Bah, je sais pas, mais moi ça me donnerait bien envie de le secouer un petit peu là, c'est insupportable. Mais peut-être qu'il attend que ça, Lizzie. Vas-y, fonce! Eh ben bravo, voilà. Chèche. Bravo à tout le monde. Bravo à Francis aussi pour le montage. Ouais, bravo à tout le monde. Francis. Merci à Francis. Merci à ceux qui ont vous. participé. Ouais. Voilà. Cette soirée était une vraie soirée. C'est une soirée rapide. Ouais. Et efficace. Il a fallu très vite être sous, sans boire. Ouais. Pour certains. Eh ben oui, c'est ça. Ouais. Et ben, je vous propose de passer maintenant à l'image du mois. Oui. Et c'est la surprise. Alors, l'image du mois, la première image du mois que j'aurai, c'est est-ce qu'il vous arrive d'essayer de filmer des fois chez vous? En tout cas, si vous essayez de le faire, faites attention, ça peut parfois tourner au drame. Et je vous laisse regarder. Neuf de pigeon qui a fait son apparition sur mon front.
Waouh. La définition c'est simple, c'est une bosse sur la tête, sérosanguine. Je t'explique comment c'est arrivé après, mais je t'avoue que sur le coup j'étais un peu paniquée. Tout a commencé vu de là-haut, dans mon salon, musique de fond, ayant pour objectif filmer une vidéo en collaboration pour une marque et décorer le cocon parisien pour Noël. Contre, on dirait que c'était prévu parce que écoute les paroles de la musique. Là tu vois, tout allait bien. Très bien, très bien, jusque là. Voilà, à la musique. Aïe. Mindset. Oh la vache. Je crois que j'ai une bosse. Tu pousses. Elle doit te sonner, la pauvre. Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça m'a fait drôle cette histoire, parce que tu sens la grosse bosse gonflée. Par contre ce qui est excellent c'est que la caméra elle a tout filmé. Écoute, bilan, voilà mon Noël indispensable, la bosse peut potentiellement rester jusqu'à 2 semaines. Mais on prend le positif, je suis contente, j'ai mes beaux plans, en vrai c'est une histoire que je trouve plutôt drôle. C'était l'histoire de ma bosse, maintenant tu comprends pourquoi. J'ai un œuf de pigeon qui va pousser sur le pont. Voilà, donc faites attention. Et puis, est-ce que vous connaissez un peu des techniques d'animation ? Il y a le stop motion, il y a le dessin animé, il y a plein de choses comme ça qui existent. Et ben, je vous en propose une autre et ce sera mon image. Je pense qu'on pourra faire un film en écran d'épingle. L'écran d'épingle dont parle Justine Wulstaker, c'est un outil rare et complexe pour faire des films d'animation. Rare déjà parce qu'il en existe seulement 2 dans le monde, un en France et l'autre au Canada, mais aussi complexe parce qu'il faut être extrêmement minutieux et patient pour animer les 277 000 épingles afin de fabriquer les images. Mais alors comment ça fonctionne tout ça ? C'est un instrument qui permet de faire des images en noir, blanc et gris. Et c'est un instrument qui a été inventé par Alexandre Alexeyev et Claire Parker. Lui était graveur, elle était ingénieure et tous les deux ça a donné les écrans d'épingle. Pour faire une image, les épingles tu les repousses à l'intérieur. Quand tu appuies devant avec des outils en verre, tu les rentres à l'intérieur de l'écran. Et si tu mets ta main derrière, tu vas les faire ressortir. Donc là je vais être derrière, je vais les repousser ces épingles. C'est très physique comme manière de créer des images. Tu repousses, tu ramènes, tu repousses, tu ramènes. Quand tu repousses, c'est le blanc, quand tu ramènes, c'est le noir. Si on veut que son regard change, on va effacer son regard qui est là. Et image par image, on va l'animer pour qu'il aille plutôt par ici. Tu vois. Tu redessines, tu resculptes. Le ratio, on en est à 1 mois de travail pour 1 minute de film. Donc moi, mon film, il durait 6 minutes. Et j'ai fait 6 mois et demi de résidence. Un travail très long mais qui donne naissance à des films jamais vus ailleurs. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ah, non, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est merveilleux ça. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose. C'est-à-dire qu'on aurait tous pu être des artistes là, au lieu de foutre nos gueules dans le truc, le cadre là, avec les clous là. C'est exactement ça. Merci, c'est comme ça que se conclut cette émission. Le mois prochain, nous vous parlerons du film Zoolander, réalisé par je sais pas qui, parce que j'ai pas regardé. En tout cas, avec... Ah bah c'est Ben Stiller qui le réalise et qui joue dedans. Et bah voilà. Zoolander avec Ben Stiller. Très bien. Et bah ce sera la semaine prochaine, le mois prochain. Et nous aurons aussi Nathalie Portman dans ce film. C'est très important et je tiens à le dire. Merci à vous. Bon mois de janvier. Bon mois de janvier. Et fin d'émission.